Ce soir, on va parler un petit peu des concepts fondamentaux dans le jeu de Warhammer 40 000 V10, en tout cas. On est le 17 février 2025. Comme ça, au niveau des versions des règles, on a quelque chose d'un peu plus précis. Bref, nous allons voir les concepts fondamentaux, nous allons voir la phase de commandement et la phase de mouvement. Et on s'arrêtera là. Alors, ça vous semble peu. Et en fait, c'est déjà un sacré pavé. Parce que qui dit phase de mouvement, dit en réalité les règles pour déplacer nos figurines. Et donc, tout de suite, on va arriver sur des concepts d'embarquement, débarquement, fuite désespérée, mouvement réactif, etc., etc. Voilà. Tout d'abord, on va faire une petite introduction, parce que bien sûr, on va parler des règles. Et souvent, je mets ce petit logo de bouquin pour les règles sur les vidéos YouTube. Et bien sûr, je vous inviterai, si jamais il y a des réponses auxquelles on n'arrive pas à trouver des questions auxquelles on n'arrive pas à trouver de réponse, à vous diriger vers le Discord de la FEC. Alors, il me semble, si je me trompe pas, est-ce que j'ai une commande comme ça? Oui, voilà, vous avez un lien pour rejoindre le Discord de la FEC. J'ai tout prévu. Donc, le Discord de la FEC, évidemment. Voilà. Alors, si jamais vous êtes sur le Discord de la FEC, que vous avez une question, il n'a pas trouvé de réponse ce soir, eh bien, je vous inviterai à aller sur leur Discord pour pouvoir la poser, mais tout d'abord, avant de poser un sujet sur leur serveur Discord, c'est de regarder si la question n'a pas déjà été posée. Vous avez un espèce de petit moteur de recherche pour retrouver un petit peu par mots-clés, entre guillemets, les sujets sur lesquels vous posez des questions. Si jamais ça a déjà été traité, faut pas hésiter. Et vérifiez aussi la temporalité, c'est-à-dire à quel moment la question a été posée. Parce que si elle a été posée, par exemple, en septembre 2023, alors qu'on est en 2025, il y a beaucoup de data slate, de commentary rules, etc. qui sont passés. Et donc, peut-être que ce n'est plus d'actualité. Et donc, n'hésitez pas à réouvrir ce genre de post, si jamais. Voilà. Donc, posez vos questions et vérifiez avant si elles n'ont pas déjà été posées. Car lorsque vous posez une question à la FEC et qu'ils y répondent, c'est un sujet qui sera justement traité par d'autres personnes qui se poseraient la même question plus tard. Bref, on va tout d'abord parler d'une notion assez basique, mais qui aura une grande influence sur la compréhension. C'est le séquençage des différents effets existants dans le jeu. Que ce soit un tour de bataille ou de joueur, une phase ou une étape, ils sont toujours coupés en 3 parties. Alors, ce rectangle va justement représenter notre tour de bataille, d'accord? Et il est découpé en 3 parties. Nous avons évidemment, si l'on parle d'une étape par exemple, nous avons un début de cette étape. Et donc, tous les effets seront résolus à cet endroit-là. Ensuite, nous avons un pendant, voilà, je vais l'appeler comme ça, le pendant, et nous avons une fin. Et cela a son importance, pour la simple et bonne raison que tout ce qui est, on va dire, quelque chose se produit au début de quelque chose, donc au début d'un tour, d'un battle round, donc d'un tour de bataille, d'une phase, d'une étape, eh bien c'est à cet endroit-là que l'on va le résoudre. Et on doit résoudre tous ces effets de début de quelque chose avant de parler justement du pendant et de la fin. Et donc une fois qu'on a résolu le début, on passe à la résolution des effets du pendant et enfin de la fin. Avant de passer d'une partie à l'autre, il faut toujours finir de résoudre ce qui se déroule avant les autres étapes. En l'occurrence, on finit de résoudre ce qui se déclenche au début, ensuite il faudra résoudre ce qui se déclenche le pendant, et vu que j'aime bien faire des petites flèches avec plein de couleurs, une fois qu'on a résolu le pendant, on passe à la fin. Bref, je pense que ça vous l'avez compris. Par exemple, si vous avez une capacité qui se déclenche au début de l'étape, devra être résolue avant un stratagème se déclenchant pendant l'étape 2, qui lui-même sera résolu avant une optimisation qui se déclenche à la fin de l'étape de quelque chose. Bref, je pense que avec tout ça, vous avez à peu près compris. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je vous jette un petit coup d'œil comme ça, au cas où. Bref, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est comment se compose un tour de bataille. Un tour de bataille est composé de 2 tours de joueurs, et chacun des tours de joueurs est composé de différentes phases, et dans ces phases, de différentes étapes. Et là, je pense que je vous ai perdu. Tout d'abord, parlons du tour de bataille. Donc, nous avons un début, puis nous avons le tour du joueur A, qui ensuite enchaîne sur le joueur B, et on arrive à la fin du tour. Donc on a ce début, ce pendant et cette fin. Alors là, on parle vraiment des choses rébarbatives, mais je préfère en parler que de pas en parler et vous perdre. Et après, on va arriver vraiment sur les concepts fondamentaux et la phase de commandement et de mouvement. Alors, ensuite, on a un nouveau tour de bataille puisqu'on a fini le premier tour de bataille et hop, on passe au deuxième tour de bataille et rebelote jusqu'à la fin du 5e tour de bataille où on arrive à la fin de la partie. Voilà, je voulais passer là-dessus assez rapidement. Maintenant, on va s'intéresser au tour des joueurs.
Parce que dans ces tours de joueurs, on a des choses. C'est ça, tour de bataille, c'est le Battle Round. Exactement. Nous avons donc le joueur A qui affronte le joueur B, et c'est le joueur A qui débute son premier tour, car il a remporté le jet de dés. Pour déterminer le joueur qui débute la partie, donc adieu le joueur B pour le moment. Le tour d'un joueur, du coup, on va pas le répéter 2 fois, puisque le séquençage du tour du joueur A, bah c'est comme le joueur B. Donc, le tour d'un joueur est régulièrement exprimé par le mot turn ou player's turn en anglais. Donc le tour ou le tour de joueur. En général, si on ne précise pas le genre de tour, donc turn en anglais, alors nous parlons du tour de joueur. Sinon, on dirait battle round, tour de bataille. Donc si on précise pas battle round, c'est forcément un turn, donc un tour de joueur. Donc dans un tour de joueur, nous allons avoir déjà le début du tour. Donc là, on est au début du tour. C'est-à-dire, on n'a même pas commencé les premières phases. Ensuite, dans ce début, une fois qu'on aura résolu tout ce qui se déroule au début du tour, donc par exemple, on peut avoir des scénarios qui vous disent au début du tour de bataille, donc c'est même avant le début du tour du joueur A. On est vraiment dans ce petit créneau juste avant, et du coup, à chaque fois, il faut finir la résolution avant de passer aux étapes suivantes. Donc, début du tour du joueur A, ça se passe maintenant. Ensuite, si jamais vous avez quelque chose qui vous dit « durant votre étape de commandement », eh bien, c'est à la phase de commandement qui suit le début du tour. Et dans cette phase de commandement, on a 2 étapes. La première d'entre elles est l'étape de commandement, et la seconde, l'étape d'ébranlement. Une fois qu'on a résolu l'étape d'ébranlement, donc à chaque fois, souvenez-vous du premier petit tableau, étape d'ébranlement, vous avez le début de l'étape d'ébranlement, vous pouvez avoir des effets qui vous disent au début de votre étape d'ébranlement, patati patata. Ensuite, on a le pendant, donc c'est là où on va dire pendant votre étape d'ébranlement, faites ci, ça et l'autre. Et après, vous avez la fin, où on vous dit à la fin de l'étape de machin truc. C'est là. Donc ça, c'est beaucoup de séquençage dans Warhammer 40 000. Et c'est vrai que si ces schémas, vous les avez pas vraiment en tête, bah, des fois, vous pouvez confondre pas mal de notions. Et c'est vrai que si ce terrain est déjà assez confus, bah, forcément, la suite, pour que ce soit compréhensible, bah, va être un peu compliquée. Ce qui n'est pas un mal. Bon, ensuite, une fois que l'étape d'ébranlement est résolue, on passe à la phase de mouvement qui possède aussi 2 étapes. En gros, vous avez l'étape de mouvement des unités, c'est là où vous allez bouger vos unités, etc. Et ensuite, on a l'étape de renfort. Et une fois que l'étape de renfort est finie, du coup on passe à la fin de la phase de mouvement, donc ce qui englobe les 2 étapes, parce qu'au final, l'étape de mouvement et l'étape de renfort n'est que le pendant de la phase de mouvement. Vous vous souvenez mon petit tableau? Début, pendant et fin. Eh oui, tout tourne autour de ce triptyque, j'ai envie de dire. Et bien sûr, après ça, on va passer à d'autres phases, comme la phase de tir, mais on va s'arrêter juste avant et s'arrêter là. Parce que du coup, dans ce schéma, on a déjà tout ce qu'on veut. Et donc c'est pour ça que, hop, on va s'arrêter là. Les figurines donc de l'unité se déplacent et combattent en unité. Et une unité peut être composée d'une ou plusieurs figurines issues d'une même fiche technique. Les figurines et unités appartenant à la même armée sont dites alliées entre elles, tandis que celles de l'armée adverse sont appelées ennemies. Si une règle affecte des figurines ou des unités sans préciser si elles sont alliées ou ennemies, cette règle s'applique à toutes les figurines ou l'unité, quelle que soit leur armée d'appartenance. Alors, il me semble, je crois que c'était en V9, je suis pas certain de moi, je vais vérifier. Je crois que c'est Scarbrand qui avait un truc comme ça. Ouais, son plus une attaque, ouais, c'était en V9, du coup. En V9, il donnait plus une attaque, je crois, mais à tout le monde. C'est-à-dire allié comme ennemi, mais maintenant, c'est bien friendly corn légion de démoniaque. Bon, voilà, c'est par principe, ce qu'il faut comprendre, c'est dans une unité, elle peut être d'une seule figurine, donc souvent, ça va être des véhicules, des monstres, ou ça peut être plusieurs petites figurines, donc là, ça peut être des unités montées, infanterie, nuées, bêtes, et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Dans les unités uniques aussi, vous avez les personnages. Donc des fois, les personnages sont agents solitaires et ne sont pas meneurs, donc vous pouvez pas les ajouter dans des unités, etc., etc. Bref. Chaque fois, il faut vraiment faire la différence entre cette notion de figurine et d'unité. Par exemple, si on parle de figurine personnage, dans ce cas-là, on parle vraiment de la figurine seule. Alors qu'une unité personnage est une unité, en gros, incorporant un personnage dedans. Voilà. On y reviendra un peu plus tard quand on parlera vite fait des meneurs. Pour ce qui est de la phase de mémoire de mouvement. On y fait une petite allusion.
Maintenant, on va parler mots-clés. Alors là, c'est une notion qui est plutôt importante sur tout ce qui est, justement, quand on va dire unité personnage, donc je reprends un peu mon exemple de tout à l'heure, mais une figurine personnage, donc qui est meneur, qui rejoint une unité qui elle-même n'est pas une unité personnage, bah du coup, elle le devient par le partage de ces mots-clés. Et donc, qu'est-ce qu'un mot-clé? C'est quoi? Toutes les fiches techniques possèdent une liste de mots-clés divisée entre mots-clés de faction, donc c'est le mot-clé que vous avez en bas à droite de votre fiche technique, et les autres mots-clés qui sont en général mis à gauche dans l'espèce de petit cadran un peu plus clair. Les mots-clés de faction vous aident à choisir quelle figurine inclure dans votre armée, mais en dehors de cela, tous les mots-clés fonctionnent de la même manière. Dans tous les cas, les mots-clés apparaissent en gras. Certains mots-clés sont associés à une règle. Par exemple, une règle pourrait préciser qu'elle s'applique aux unités infanterie. Cela signifie qu'elle ne s'applique qu'aux unités possédant le mot-clé infanterie sur leur fiche technique. Donc ça, notamment, on les a avec la capacité anti-véhicule ou anti-monstre. Les leaders donnent leurs mots-clés, oui, lorsqu'ils rejoignent une unité. Mais ils donnent leurs mots-clés à l'unité, non pas aux figurines. Et j'en parlerai plus précisément au niveau de... quand je parlerai des leaders. Et c'est prévu. Ensuite, on a le redéploiement en termes de notions. Les règles permettant aux joueurs de redéployer certaines unités après que les deux armées ont été déployées, par exemple l'aptitude corsaire rouge de Huron, cœur noir. Lorsqu'un joueur utilise une telle règle, il retire l'unité concernée du champ de bataille puis la redéploie en respectant toutes les règles normales. Par exemple, toutes les figurines d'une unité possèdent l'aptitude infiltrateur, son contrôleur peut utiliser cette aptitude pour la redéployer. Les joueurs résolvent ces règles de redéploiement en alternance en commençant par l'attaquant. Bon voilà, c'est pour vous dire que au niveau des redéploiements, toutes vos capacités d'infiltration, etc., vous pouvez les réutiliser lorsque vous redéployez l'unité. Alors souvent, ça peut être intéressant parce que vous allez prendre votre unité d'infiltration, vous allez bien abuser de la cohésion d'unité pour prendre le plus de place possible sur le champ de bataille et empêcher votre adversaire de s'infiltrer comme il veut. Et ensuite, au redéploiement, pof, vous la remettez ailleurs, dans un coin du champ de bataille un peu plus serein pour elle. Ce sont des techniques de fourbe. Ensuite, la portée d'engagement. Donc elle représente la zone de menace qu'une figurine exerce sur ses ennemis tant qu'une figurine se trouve à 1 pouce horizontalement et 5 pouces verticalement d'un ennemi. Les figurines et leurs unités sont considérées comme étant à portée d'engagement l'une de l'autre. Donc cette portée d'engagement, attention, hein, on pense toujours que c'est 1 pouce. Il ne faut pas oublier que c'est 5 pouces verticalement. Si vous jouez sur les formats WTC, donc World Team Championship ou FEC, normalement les étages sont de 3 pouces. Ce qui fait que si vous êtes au premier étage de la ruine, au niveau des grandes ruines, hein, où vous avez 2 étages, donc au premier étage, vous pouvez vous faire engager par le rez-de-chaussée. Par contre, si vous êtes tout en haut, vous montez d'un étage pour engager l'unité qui est au deuxième étage. Donc une figurine ne peut être placée ni terminée un mouvement normal d'avance ou de repli à portée d'engagement d'une figurine ennemie. Si pour une quelconque raison, une figurine ne peut pas respecter cette condition, elle est détruite. Et c'est là où on va venir, vous allez voir plus tard, quand on va parler des transports, de la technique de cercueil, pour l'empêcher de déjà faire son débarquement, mais aussi l'empêcher de faire son débarquement d'urgence. Ça, on le verra un peu plus tard, durant la phase de mouvement, quand on parlera des transports. Ensuite, justement, j'en parlais, la cohésion d'unité. Donc une unité comportant plusieurs figurines doit être placée et terminer tout type de déplacement en groupe unique, où toutes ces figurines doivent être à 2 pouces horizontalement et 5 pouces verticalement d'au moins une autre figurine de la même unité. Si l'unité compte 7 figurines ou plus, elles doivent être à 2 pouces horizontalement et 5 pouces verticalement d'au moins 2 autres figurines de l'unité. Cette règle est appelée cohésion d'unité. Alors c'est là où c'est pas mal, où on a justement 2 exemples. Vous voyez, on a l'escouade de Space Marine, en bas à gauche, l'unité A, qui compte 5 figurines. Du coup, on peut avoir des figurines à 2 pouces d'une autre, ou moins, mais jamais plus. Sinon, la cohésion n'est pas respectée. Et pour ce qui est de l'unité de Tyrannide, des Thermagontes, me semble, et bien à chaque fois, il faut au moins avoir 2 figurines, grand maximum à 2 pouces, pour respecter la cohésion. Voilà. Donc si une figurine ne peut pas être placée en respectant la cohésion d'unité ou en suivant des restrictions imposées par d'autres règles, exemple lors d'un déploiement avec l'aptitude frappe en profondeur, l'unité concernée ne peut pas être placée. De même, si une unité ne peut pas terminer un mouvement en respectant la cohésion d'unité, elle ne peut pas effectuer de ce mouvement. Et ces figurines doivent être replacées dans leur position précédente. On verra aussi beaucoup plus tard, mais vous avez déjà une vidéo sur la phase de charge et de combat. Ça fait partie des priorités que vous devez respecter lorsque vous faites un mouvement, c'est de respecter la cohésion. Si à cause de la cohésion, il y a une figurine qui, normalement, durant votre phase de charge, est censée arriver au contact socle à socle, et bah, si à cause de la cohésion, elle ne peut qu'être dans la portée d'engagement, et bah, elle sera dans la portée d'engagement pour respecter la cohésion. Donc c'est pour ça qu'il faut bien vérifier où peuvent aller vos
figurines, pour savoir comment respecter la cohésion. Et des fois, on peut même se servir de la cohésion pour s'auto-empêcher d'atteindre certains endroits de la carte, pour pouvoir justement, juste après, s'ouvrir d'autres possibilités. S'offrir des choix à Warhammer 40 000, c'est s'offrir plusieurs possibilités de gagner une partie, ou de réussir une manœuvre. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte, de jamais se faire totalement bloquer. Car une figurine qui ne peut pas se déplacer, parce qu'elle est déjà en contact socle à socle, par exemple pour la phase de charge et de combat, et bah du coup, pour votre mouvement d'engagement et votre mouvement de consolidation, ça peut être gênant d'être en contact socle à socle. Mais d'un autre côté, ça peut aussi vous permettre de fiabiliser un maximum de figurines pouvant attaquer. Donc c'est quand même quelque chose qui est ultra important, c'est le positionnement à Warhammer 40 000. Tout ton cordon peut sauter. Mais attention, par exemple là, les Thermagontes au-dessus de nous, si tu en tues un qui casse, on va dire, la cohésion, à la fin de la phase, il devra, une fois que la phase sera résolue, il devra supprimer X figurines jusqu'à atteindre une cohésion correcte. Par exemple, une unité de 10 figurines, jusqu'à ce qu'elle ait sa 6e figurine. Si, avec 6 figurines, elles sont toutes à 2 pouces les unes des autres, il respecte la cohésion, parce qu'il ne lui reste que 6 figurines. Donc tu fais pas forcément sauter tout le cordon, tu fais sauter une partie du cordon jusqu'à ce qu'il lui reste 6 figurines. À la fin de chaque tour, chaque joueur doit retirer des figurines une par une des unités de son armée qui ne respectent pas la cohésion d'unité. Ou alors c'est aussi en phase de combat, tu dois pouvoir faire un mouvement d'engagement ou de consolidation te permettant de respecter ta cohésion. Parce qu'à la fin du tour, tu as le check du coup qui te dit tu supprimes toutes les figurines, ils respectent pas la cohésion. Donc je disais, à la fin de chaque tour, chaque joueur doit retirer des figurines une par une. Je vais vous remettre un peu le texte. Voilà, c'est une par une des unités de son armée qui ne respectent plus la cohésion d'unité jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul groupe cohérent de figurines par unité. Les figurines retirées de cette manière sont considérées comme détruites, mais elles ne déclenchent jamais de règles s'appliquant lorsqu'une figurine est détruite. Donc ça, c'est un garde-fou pour éviter justement de dégommer tout ça. Et on va passer aux déterminations de la visibilité. Alors, on a quand même certains même défauts de langage pour dire est-ce qu'elle est partiellement visible. Parce que pour nous, c'est un peu plus parlant en France de dire partiellement visible. Ça veut dire que tu es quelque part, tu n'es pas visible complètement. Alors qu'en anglais, on parle d'unité visible et d'unité entièrement visible. Et du coup, une unité visible est une unité, pour nous, partiellement visible. Bref. Donc, une unité visible, c'est à partir du moment où vous voyez un endroit de la figue. Donc, gare à vous si vous avez des petites plumes d'ailes qui dépassent d'un mur et qui arrivent dans le champ de vision d'une figurine ennemie. Une figurine entièrement visible, c'est que vous êtes capable de voir toute partie visible de la figurine. Alors bien sûr, si vous êtes devant le Space Marine, vous n'avez pas besoin de voir l'arrière du backpack, donc de l'espèce de sac à dos du Space Marine. Du moment que la figurine est entièrement visible, le socle compris, bien sûr, parce que le socle est une partie de la figurine. Donc une figurine visible, ici on vous dit si n'importe quelle partie d'une autre figurine est visible depuis n'importe quelle partie de la figurine observatrice, alors cette figurine est considérée comme visible pour l'observatrice. Il faut bien comprendre aussi, c'est qu'à Warhammer 40 000, nous parlons de lignes de vue réelles pour déterminer la visibilité entre les figurines. Donc pour vérifier, il faudra adopter une vue à la perspective de la figurine observatrice en regardant depuis l'arrière de celle-ci. Bref. Unité visible. Donc pour nous, c'est juste ici. Si plusieurs figurines d'une unité sont visibles depuis la figurine observatrice, alors toute l'unité est considérée comme visible. Donc des fois, c'est pareil, il faut faire attention aux petites figurines que vous laissez traîner, parce que du coup, elle peut donner l'entièreté de la visibilité à votre adversaire. Ensuite, on a la figurine entièrement visible. Donc si toutes les parties d'une figurine orientée vers la figurine observatrice peuvent être vues depuis n'importe quelle partie de cette dernière, alors la figurine observée est entièrement visible pour la figurine observatrice. Enfin, on a unité entièrement visible, c'est si chaque figurine d'une unité est entièrement visible. Donc ça, vous reprenez le texte de la figurine entièrement visible, vous la retranscrivez à chacune des figurines de l'unité, et dans ce cas-là, l'unité est entièrement visible. Parce que pour qu'une unité soit à couvert, on va dire, c'est vérifier figurine par figurine de l'unité, et dans ce cas-là, seules les figurines qui ne sont pas visibles ou complètement visibles de l'unité ennemie profitent du couvert, suivant comment vous allez allouer vos blessures sur les figurines. Des fois, vous allez préférer encaisser sur les figurines qui profitent du couvert pour avoir ce bonus à la sauvegarde, et des fois, pas du tout. Donc ça dépend de vous et de vous seul.
Jet d'opposition, donc certaines règles, donc c'est les roll-off. Certaines règles demandent au joueur de faire un jet d'opposition, le roll-off. Pour cela, chaque joueur lance un des 6. Le joueur obtenant le résultat le plus élevé remporte le jet d'opposition. En cas d'égalité, le joueur relance jusqu'à ce qu'un vainqueur soit déterminé. Attention, aucune relance ni modification des dés n'est autorisée lors d'un jet d'opposition. Par contre, je vous interpelle sur toujours informer votre adversaire de la raison pour laquelle vous lancez les dés et des règles en vigueur permettant d'éventuelles relances. Je parle de ça surtout avec des règles où vous avez des relances de touche. Par exemple, le serment de l'instant qui vous permet de relancer vos jets pour toucher. Donc là, vous pouvez choisir quels jets sont relancés. Vous n'avez pas le droit. Par exemple, si vous avez des touches soutenues, des touches fatales, bref, un bonus qui se réalise si vous faites un certain nombre de 6 et que en plus, vous combinez ça avec une relance complète. Eh bien, vous devez annoncer avant de jeter les dés, quels sont les résultats que vous allez lancer. Si vous ne dites rien, c'est forcément les échecs que vous relancez et rien de plus. Parce que trop souvent, je vois des gens et j'ai demandé à des arbitres si mon interprétation était la bonne et ils ont validé ce que j'ai dit. Vous devez annoncer si vous relancez des jets réussis. Souvent, vous m'avez peut-être vu jouer sur Tabletop Simulator avec mes Space Wolf où j'ai des touches soutenues, voire des touches fatales. Et des fois, ça m'arrive de dire je relance les 3, les 2 et les 1, alors que je touche à 3+. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a une forme d'optimisation statistique en fait pour aller chercher des 6 pour toucher. Toujours informer votre adversaire de la raison pour laquelle vous lancez les dés et des règles en vigueur permettant d'éventuelles relances. Donc si tu as accès à des relances, par exemple Atlas, que tu souhaites ne pas relancer, tu dois informer ton adversaire. Si tu le fais pas, on considère que tu relances les échecs. Donc soyez toujours très précis avec ça et soyez clair avec votre adversaire. Il doit annoncer s'il souhaite relancer des dés spécifiques. Donc, quand je dis spécifique, c'est-à-dire en plus de ses échecs, pour pouvoir optimiser certaines règles. Ou alors, à l'inverse, s'il souhaite ne pas relancer, il doit l'annoncer avant. Parce qu'il doit pas décider une fois qu'il connaît le résultat. Le seul moyen, à l'heure actuelle qui existe dans le jeu, de pouvoir relancer une fois qu'on connaît le résultat, c'est le stratagème relance de commandement. Car c'est explicitement écrit à l'intérieur. Et c'est pas parce que c'est écrit dans la relance de commandement que c'est une règle normale. Absolument pas. Vous devez annoncer relance. Ensuite, on a le sequencing. Gestion des simultanés. Ah, ça doit représenter, je pense, 20 à 30% des questions de règles. Le sequencing, donc, pendant une partie de Warhammer 40 000, il peut arriver que 2 ou plusieurs règles doivent être appliquées en même temps. Si cela se produit pendant la bataille, c'est le joueur dont c'est le tour qui choisit l'ordre de résolution des règles. Et là, je vais reprendre en exemple l'émissaire Norn, qui passe de 15 de contrôle d'objectif durant le tour du joueur tyrannide à 0 de contrôle d'objectif durant le tour adverse. Je m'explique. L'émissaire Norn a une capacité qui lui permet d'avoir un contrôle d'objectif de 15 si elle se trouve sur l'objectif désigné au début de la partie. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'elle est Battle Shock? Ça, on le verra un peu plus tard lorsqu'on va aborder la phase de commandement et l'étape de Battle Shock, de choc de bataille, donc on traduit par ébranlement. Et bien du coup, normalement, elle tombe à 0 de contrôle d'objectif. Sauf que vu que ça arrive au même moment, si l'émissaire Norn est sur l'objectif, elle est censée avoir 15, donc une valeur fixe, et lorsqu'elle est Battle Shock, elle est censée avoir 0. Donc c'est aussi une valeur fixe qui arrive au même moment. Donc, pendant le joueur du tour tyrannide, il dit, eh bien, vu que c'est mon tour, c'est moi qui choisis l'ordre dans lequel on va résoudre les effets. Donc elle est 0 dossée d'abord, à cause du Battle Shock, et ensuite, grâce à sa capacité, puisqu'elle se trouve sur l'objectif, elle a 15. Inversement, durant le tour adverse, l'adversaire dit « bah là on est pendant mon tour à moi, donc je décide que d'abord elle est 15 dossée, et ensuite à cause du Battle Shock, elle tombe à 0. » Et donc on a des émissaires Nord comme ça qui font des ping-pong entre le tour des joueurs, en mode « ah j'ai 15 dossés, ah j'ai 0, j'ai 15, j'ai 0. » Bref, voilà ce qui est important, c'est que le joueur dont c'est le tour décide. Il y aurait une question sur un type sabotage, vas-y hein. Alors ouais, type sabotage par exemple, la Calidus fait un sabotage et à la fin du tour, elle s'en va. Comment on résout? Eh bien ça, c'est le sequencing, la simultanéité des effets. Donc c'est... Là, tu vois, on vient de lire la réponse à ta question, je pense, Signe. Elle s'en va à la fin du tour du joueur adverse, donc ça veut dire qu'on est pendant le tour du joueur adverse. C'est le joueur adverse qui décide dans l'ordre de résolution. Donc par exemple, t'as Calidus qui fait une action de sabotage pour marquer des points de victoire à la fin du tour adverse. L'adversaire peut te dire, bah ta Calidus, elle part, et vu qu'elle est plus sur le champ de bataille, bah elle résout pas son sabotage. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Signe? Je pense que je l'ai pré-shot et elle est arrivée en fait au bon moment.
moment. Ensuite, si cela se produit avant ou après la bataille, ou en début et fin de tour de bataille, de battle round, les joueurs effectuent un jet d'opposition, roll-off, et le vainqueur choisit l'ordre dans lequel les règles sont appliquées. Alors, à l'heure actuelle, j'ai pas d'exemple pour cette situation. J'ai demandé à un arbitre de la FEC si c'était toujours le cas au niveau de la FEC de faire un roll-off dans ce genre de situation, et c'est bien le cas. Effectivement, si on a ce genre de situation qui ne se produit pas pendant la bataille, mais en dehors de celle-ci, les joueurs font un jet d'opposition et le vainqueur choisit l'ordre dans lequel les règles sont appliquées. Et à l'heure actuelle, c'est toujours résolu de cette manière. On va faire un petit laïus sur les actions. Donc là, on te dit toutes les unités qui peuvent pas faire d'action, ok, qui ne peuvent pas lancer d'action, qui ne peuvent pas performer. Et ici, on te dit si une unité commence à performer une action, alors jusqu'à la fin du tour, cette unité n'est pas éligible pour tirer ou déclarer une charge. Donc du coup, tu peux pas Overwatch, j'ai l'impression. À moins qu'elle soit Titanic caractère, mais les Titanic ne peuvent pas Overwatch. Donc jusqu'à la fin du tour, alors pour l'instant, on part du principe qu'elle peut pas Overwatch parce qu'on dit not eligible to shoot. Mais vous savez que dans 40K, il y a toujours des choses. Par contre, on te dit jusqu'à la fin du tour. C'est-à-dire que tu lances ton action. Qu'à la fin du tour, t'es pas éligible pour tirer. Donc pendant ton tour, évidemment, tu peux pas Overwatch. In which case, donc jusqu'à la fin du tour, cette unité ne peut pas performer d'autres actions et n'est pas éligible pour déclarer une charge. Très bien. Maintenant, ton tour se finit et on passe au tour adverse. Donc, ton inéligibilité au tir et à la charge expire. Et ça, j'en parle surtout pour potentiellement les nouvelles capacités de détachement de Noël qui vous permet de déclarer une charge. Votre unité est éligible à ce moment-là pour la déclarer. Mais surtout, ça veut dire que l'Overwatch, au début, on pouvait se dire... C'est pour ça que je fais vraiment étape par étape. Au début, on pouvait se dire, not eligible, donc je peux pas. Mais on a une durée jusqu'à la fin du tour. Donc là, on se dit, mais de toute façon, pendant notre tour, on peut pas Overwatch. Très bien. Tour adverse, on a fini le until end of the turn, donc on est pendant le tour adverse, et là, on peut Overwatch. Si une unité qui performe, donc performing le ING, c'est-à-dire que l'action est en cours. Performer, donc performe une action, fait un mouvement. Si une unité réalisant une action fait un mouvement, et dans ces mouvements-là, on exclut le peel-in, donc c'est le mouvement d'engagement en phase de combat, et le mouvement de consolidation, ou quitte le champ de bataille, cette action ne peut pas être complétée. Donc, si tu fais ton mouvement de charge grâce aux nouvelles capacités de certains détachements, comme par exemple les champions of Fenris, pendant la phase adverse, à la fin de la phase adverse, il peut déclarer des charges s'il est à X pouces de l'adversaire. Et donc du coup, vu que c'est pas un mouvement d'engagement ou un mouvement de consolidation, il peut pas compléter l'action alors qu'il l'a performé. Ouais, c'est make a move, hein. C'est pas normal move, attention. C'est make a move. N'importe lequel. Un move, c'est normal move, advance, charge, désengagement, mouvement d'engagement, mouvement de consolidation, mouvement d'élan, surge move, c'est un mouvement, et tout ce qui y ressemble. Du coup, pour continuer à compléter ton action, il ne peut faire qu'un mouvement d'engagement et un mouvement de consolidation. Mais là aussi, j'ai mis des guillemets, parce que par exemple, sabotage, ça vous demande de faire une action within terrain feature, and not within your deployment zone. Donc en gros, si vous êtes toujours à within terrain feature, mais dans votre zone de déploiement après le peel-in et la conso, c'est mort. Si vous faites votre peel-in et votre conso, que vous n'êtes pas dans votre zone de déploiement, mais que vous n'êtes plus sur votre terrain feature, c'est mort. Par contre, un truc drôle, si vous n'êtes pas dans votre zone de déploiement, que vous n'êtes plus dans votre terrain feature, mais que vous êtes dans un autre terrain, ça marche. Parce que vous êtes toujours within terrain feature en dehors de votre zone de déploiement. Et ça, c'est drôle. On va passer au Persisting Effect. Ah, ça va intéresser nos joueurs Votann, par exemple. Effet persistant. Certaines règles appliquent un effet qui dure jusqu'à ce qu'une certaine durée soit écoulée. Exemple, jusqu'au début de votre prochain tour. Ces effets sont appelés effets persistants. Si un effet persistant s'applique à une unité qui embarque dans un transport, notez cet effet et sa durée. Si cette unité débarque, l'effet persistant continue de s'appliquer jusqu'à la fin de sa durée initiale. Si un effet persistant s'applique à une unité attachée et que celle-ci cesse d'être attachée, car tous ses gardes du corps ou tous ses leaders ont été détruits, alors l'effet persistant continue de s'appliquer aux unités survivantes jusqu'à la fin de sa durée initiale. Donc je pense aux Votann parce qu'ils mettent des jetons de jugement, et donc sur ces jetons de jugement qu'ils placent sur des unités, si par exemple vous avez une unité, je dis comme ça, au hasard comme exemple, une unité de loup tonnerre, où vous mettez dedans deux personnages, le seigneur loup et le chef de bataille garde-loup. Et ben les tokens, quand vous avez tué les 6 loups tonnerres, donc l'unité garde du corps, les deux personnages
personnages deviennent des unités indépendantes, l'une de l'autre, mais surtout les deux personnages ont le double token des Votann. Est-ce que le persisting effect, l'effet persistant, reste sur l'unité globale au moment où vous l'avez posé. Et donc les personnages en font partie. Donc attention à comment vous jouez contre les Votann, ça peut faire mal. Et ça peut marcher aussi avec un -2 à votre caractéristique de mouvement, par exemple. L'effet persiste et du coup se met contre les personnages ou figurines, les figurines survivantes. Voilà. Le out of phase. Les règles hors séquence, hors phase. Ah, ça aussi c'est un beau morceau. Est-ce que si mon véhicule il est engagé, je peux faire un overwatch sur une autre unité qui bouge parce que je suis monstre ou véhicule et que j'ai la règle des gros calibres? Non, c'est du hors phase et puis les gros calibres, il y a bien écrit votre phase de tir. Donc, règles hors séquence. Certaines règles permettent à une figurine ou à une unité de se déplacer, tirer, charger ou combattre en dehors de la séquence normale du tour. Exemple, le stratagème tir en état d'alerte permet à une unité de tirer pendant le tour de l'adversaire comme si c'était votre phase de tir. Sauf que ça ne l'est pas, donc vous êtes hors phase. Lorsque vous utilisez une règle hors phase pour exécuter une action, comme si c'était une de vos phases, vous ne pouvez pas utiliser d'autres règles qui se déclencheraient normalement dans cette phase. Par exemple, le Whirlwind, il a une capacité qui vous permet de forcer l'adversaire, si c'est une unité d'infanterie, de faire un test de Battle Shock. Sauf que c'est durant votre phase de tir. Donc ça ne marche pas sur un Overwatch. Parce que c'est du hors phase. Voilà. Les bonus de tir, par exemple, ne comptent pas dans les hors phases. Alors qu'est-ce que tu appelles un bonus de tir? Qu'est-ce que tu appelles un bonus de tir? Quelle est la règle qui te donne ce bonus de tir? Si c'est la règle de ton unité qui te dit durant ta phase de tir, tu peux faire 6 à l'autre, alors non. Par exemple, si ça te dit à chaque fois que tu tires, là ça marche. Est-ce que c'est à chaque fois que tu tires? Each time you shoot, it is good. During your shooting phase, is it not too good? Bouh. Avec mon superbe accent anglais. Ah, ouais, je vais avoir des commentaires. Ouais, de toute façon, tu traduis très mal l'anglais. Puis ton accent, il est merdique. La fameuse phase de commandement. Pour commencer, votre phase de commandement est donc divisée en 2 étapes. Ça, on l'a déjà vu, vous savez, dans mon petit tableau PowerPoint. Allez, juste pour le plaisir, je vous le remets. Tac, tac, vous voyez? Hop, voilà, les 2 étapes de commandement. On l'avait vu ici. Allez, on se remet ça. Donc, vous est divisé en 2 étapes. L'étape de commandement, les joueurs gagnent des points de commandement et résolvent les règles de cette phase. Donc lorsque vous avez quelque chose qui dit durant votre phase de commandement ou durant la phase de commandement, c'est à ce moment-là qu'il faut les résoudre. Par exemple, un nombre dans le warp des tyrannides qui est durant la phase de commandement, donc lorsque c'est durant la phase, during a commandment phase, en anglish, du coup ça se passe à ce moment-là, mais ça peut aussi bien se passer à votre phase de commandement qu'à celle de l'adversaire. Parce que là on précise bien durant l'étape de commandement, donc on précise pas l'étape de qui ou de quoi, donc c'est les deux. Par contre, si on vous dit during your commandment phase, durant votre phase de commandement, dans ce cas-là, c'est seulement la vôtre. Par exemple, Azrael qui dit, s'il est sur le champ de bataille, durant votre phase de commandement, vous gagnez 1 point de commandement. Et ben c'est là. Donc, au début de votre phase de commandement, avant toute autre chose, vous vous souvenez, on a le début de la phase, de l'étape, le pendant de l'étape, et la fin de l'étape. Donc, au début de votre phase de commandement, avant toute autre action, les 2 joueurs gagnent 1 point de commandement. Si vous avez d'autres règles spécifiques à la phase de commandement, résolvez-les maintenant, avant de passer à l'étape de Battle Shock, donc de choc de bataille, d'ébranlement en français. Juste avant de passer à l'étape de Battle Shock, je vais faire un petit laïus sur l'ombre dans le warp, parce que l'ombre dans le warp, vous le déclenchez durant l'étape de commandement, ça peut être la vôtre comme celle de votre adversaire. Et le plus intéressant, le plus optimal, c'est de le faire durant l'étape de commandement de l'adversaire. Comme ça, en fait, il se fait faire des tests de Battle Shock à son étape de commandement, et si jamais son unité, sous certaines conditions d'effectif, doit être amené à faire un test encore de Battle Shock durant son étape de Battle Shock, et ça fait que vous avez 2 fois plus de chances à ce que cette unité soit Battle Shock.
Donc là, on a un peu passé rapidement l'étape de commandement parce qu'elle est assez courte. Et là, on passe à l'étape de Battle Shock qui est ici en réalité, hein, qui est là. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes Battle Shock, ça doit être là-dedans. Voilà, jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, vous êtes Battle Shock. Donc ça veut dire que si tu es Battle Shock à ton étape de commandement, bah en fait, le début a déjà été résolu de ta phase de commandement. Donc du coup, tu restes Battle Shock parce que tu vas devoir attendre le début de ta prochaine phase. Donc ça veut dire que tu vas jouer ton tour, plus celui de ton adversaire, t'es toujours Battle Shock. Et seulement au début de ton tour, quand tu arrives au début de ta phase de commandement, hop, tu le perds, et puis bah là, tu vérifies si tu dois refaire des tests ou non. Voilà. L'étape choc de bataille, lors de cette étape, vous devez effectuer un test de choc de bataille pour chaque unité de votre armée qui est en dessous de la moitié de sa force initiale. En anglais, c'est below half strength. Un test de choc de bataille, vous lancez 2d6, si le résultat est supérieur ou égal à la meilleure caractéristique de commandement, c'est la caractéristique en anglais leadership, de l'unité, le test est alors réussi. Et oui, on prend le meilleur commandement. C'est pour ça, je vais rester chez les Space Marines parce que c'est ce que je connais le mieux. Les chapelains ont un commandement de 5. Ce qui fait qu'un chapelain dans une unité de Space Marine qui normalement la caractéristique majoritaire c'est 6+, eh bien le test se fera sur la caractéristique de commandement, donc la meilleure de l'unité, celle du chapelain de 5. Sinon, si vous échouez le test, l'unité est en état de choc, donc est Battle Shock, jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement. Les effets du choc de bataille. Bon, ils sont assez simples. Une unité qui est Battle Shock, donc déjà son contrôle d'objectif, sa caractéristique de contrôle d'objectif devient 0. C'est ce qu'on appelle une valeur fixe. Donc on applique les valeurs fixes. Et ça, la valeur fixe, du coup, on en parlera pas ce soir, mais beaucoup plus tard dans d'autres situations. Si elle veut effectuer un désengagement, donc un repli, un battre en retraite, en anglais c'est disengage, un fallback en anglais, donc s'il désengage, chaque figurine doit passer un test d'évasion, de fuite désespérée, Desperate Escape, et petit 3, son contrôleur ne peut pas utiliser de stratagème pour affecter son unité Battle Shock. Petit cas particulier, si une unité doit faire un test de choc de bataille parce qu'elle est... Ah oui, c'est vrai. Vous avez aussi des capacités qui vont vous obliger, par exemple, durant l'étape d'ébranlement, de faire un test de choc de bataille parce que l'unité est sous sa force de départ. C'est pas qu'elle est en dessous de la moitié, donc pour faire plaisir à Joker, en sous-effectif, mais juste en sous-effectif. C'est-à-dire une unité qui a au moins perdu une figurine, un personnage, monstre, véhicule qui a au moins perdu un point de vie, et donc elle va devoir faire un test de Battle Shock. Donc par exemple, c'est notamment, il me semble, une des capacités de détachement ou d'armée, je sais plus trop, des chevaliers du chaos, qui vous dit, bah, au lieu de faire un test, d'être obligé de faire un test de commandement en étant en dessous de la moitié de son effectif de départ, et bah, c'est juste en dessous de votre effectif de départ. Et bah, dans ce cas-là, vous n'allez pas faire de Battle Shock, donc de test supplémentaire, pour les unités qui sont en sous-effectif. Donc une unité qui est en dessous de la moitié de son effectif, elle ne va pas faire 2 tests de Battle Shock, elle va en faire qu'un seul. Parce que avant que ce garde-fou soit ancré dans les règles, ça va obliger les unités d'abord à faire un test de Battle Shock parce qu'elle était en dessous de son effectif de départ, et d'en refaire un deuxième à la même étape parce qu'elle était en dessous de la moitié. Ça, c'est fini. Elle ne fait plus qu'un seul test. La seule chose qui facilite, on va dire, le test de Battle Shock, ça va être pour les unités qui, bah, justement, ont eu très peu de pertes, en fait. Et du coup, vous allez, grâce à cette capacité, ces unités-là, les obliger à faire un test de Battle Shock. Mais voilà, ce n'est pas cumulatif. Oui, il y a une différence entre un test d'ébranlement et test de commandement. Ça, faut bien que tu distingues les deux. Pourquoi? Un test d'ébranlement, tu vas simplement utiliser ta caractéristique de commandement pour pouvoir faire le test d'ébranlement. Et un test d'ébranlement fait que ton unité est Battle Shock. Par contre, si quelqu'un a une capacité qui t'oblige à faire un test de commandement, ce n'est pas un test de Battle Shock, c'est un test de ta caractéristique, c'est tout. Donc ça veut dire que même si tu rates ton test de commandement, par nature, tu ne seras pas Battle Shock. Faudra voir un petit peu ce que dit la capacité qui t'oblige à faire un test de commandement, ce qui t'arrive si jamais tu échoues. Mais de base, par nature, un test de commandement, c'est juste un test de commandement, hein. C'est pas un test d'ébranlement, donc faut vraiment séparer les deux. Typiquement, Space Marine du chaos, quand ils font leur... comment ça s'appelle, leur truc pour avoir la touche soutenue, la touche fatale, ou la touche fatale. Un test de...
C'est un test de commandement en fait. Le Dark Pact, voilà, merci Space. Le pacte sombre. Quand les Space Marines du Chaos font un pacte sombre, c'est un test de commandement qu'ils font. C'est-à-dire que s'ils le ratent, ils ne sont pas Battle Shock. Ils subissent des blessures mortelles. Je vous dis pas de bêtises. Voilà, il must first take a leadership test before blablabla resolve. Test is failed that unit suffer D3 mortal wound point. Ils gagnent quand même leur bonus. Donc voilà, on différencie bien test d'ébranlement et test de commandement, c'est pas la même chose. Une fois tous ces tests de Battle Shock effectués, la phase de commandement prend fin. Donc on arrive dans la fin de l'étape et la fin de la phase. Et donc, on peut passer à la phase de mouvement. Mais avant ça, on va parler des cas un peu spéciaux. Donc, nous avons d'abord le gain de points de commandement. Je vous en ai déjà parlé. Début de votre phase de commandement, vous gagnez un point de commandement. Chaque joueur gagne un point de commandement. Au-delà du 1 point de commandement gagné au début de la phase de commandement, chaque joueur ne peut gagner qu'un maximum de 1 point de commandement supplémentaire par tour de bataille. Donc, quelle que soit la source. Au niveau des sources, vous avez des capacités. Par exemple, Azrael, Marneus Calgar. Il y en a sûrement d'autres, je m'en souviens plus. Qui vous disent, vous gagnez un point de commandement supplémentaire. Donc, c'est ce que j'aime appeler, en fait, le point de commandement que vous allez gagner au début du tour, que chaque joueur gagne. J'appelle ça le point de commandement réglementaire, pour le différencier du point de commandement supplémentaire. Voilà, c'est une manière de s'en souvenir. Donc vous avez les capacités comme Azrael et Marneus Calgar. Lorsque vous défaussez un objectif tactique secondaire, vous savez, les objectifs secondaires, quand vous prenez les objectifs tactiques, si vous en défaussez au moins un, c'est la même chose si vous en défaussez qu'un ou les deux, vous gagnez un point de commandement supplémentaire. C'est-à-dire que si vous jouez par exemple Dark Angel, vous avez Azrael, vous gagnez déjà votre point de commandement supplémentaire. Lorsque vous allez défausser votre objectif tactique, vous n'allez pas gagner de points de commandement supplémentaires, pour la simple et bonne raison que vous avez déjà gagné le vôtre avec Azrael. Voilà, juste pour préciser. Définition importante. Alors, force de départ. Le nombre de figurines qu'une unité contient lorsqu'elle est ajoutée à votre armée est sa force de départ. En dessous de la moitié de sa force initiale, below half strength, parce que je sais que vous adorez mon accent anglais, certaines règles font référence à une unité en dessous de la moitié de sa force initiale. Si une unité a une force de départ de 1, elle est en dessous de la moitié de sa force initiale si un nombre de points de vie restants est inférieur à la moitié de sa caractéristique de points de vie. Pour toute autre unité, elle est en dessous de la moitié de sa force initiale si le nombre de figurines restantes est inférieur à la moitié de sa force de départ. Figurines détruites. Alors, pendant une bataille, les figurines subissent des dégâts et peuvent être détruites. Lorsqu'une figurine est détruite, elle est retirée du champ de bataille. Toutes les figurines d'une unité sont détruites, cette unité est détruite. Alors, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça, lorsqu'on parle des figurines qui combattent à mort, c'est-à-dire en anglais le fight on death. Yeah. On va parler légèrement de la phase de combat, donc c'est pour ça que je dis entre parenthèses, parce qu'on n'est pas censé en parler, mais là dans les Destroyed Units, j'ai eu une partie, ma première partie en anglais, en full anglais, et du coup, bon, il pensait, normalement, lors de la phase de combat, donc vous activez votre unité, vous faites d'abord votre mouvement d'engagement, ce qu'on appelle le peel-in. Ensuite, vous tapez, ensuite vous faites votre consolidation. Mon adversaire pensait que le Fight on Death se résolvait après le mouvement de consolidation. Ce qui fait que ces figurines qui n'étaient pas retirées parce qu'elles combattent en mourant, pouvaient me bloquer la consolidation. Alors qu'en réalité, les figurines Fight on Death s'activent avant la consolidation. Donc après la résolution des attaques, mais avant la consolidation. Ce qui fait qu'il active ses figurines, il me tape, j'ai X pertes, on va dire. Ensuite, il retire ses figurines qui Fight on Death parce qu'elles sont détruites, et ensuite je peux consolider. Donc ça, c'est voilà la petite parenthèse que je voulais faire par rapport aux figurines détruites. Et donc ça, j'ai demandé un arbitre histoire parce que j'étais assez sûr de moi, mais je dois avouer que le joueur que j'ai affronté a un très très bon niveau et ça m'a foutu le doute. Mais je me souvenais qu'en V9, donc dans l'ancienne édition, on pouvait move block, donc on pouvait bloquer la consolidation des adversaires grâce au Fight on Death. C'est pour ça, figurine détruite, lorsqu'une figurine est détruite, elle est retirée du champ de bataille immédiatement. Donc le Fight on Death, c'est pour ça qu'on résout immédiatement après la résolution des attaques le Fight on Death, donc le combat en mourant, puis on retire les pertes immédiatement et après seulement on fait la consolidation. Voilà, c'est pour ça que juste une petite phrase comme ça, qui paye pas de mine, est assez importante dans la résolution et le séquencement de vos actions. Alors quand je dis actions, c'est pas les actions genre sabotage, tout ça, hein. C'est la manière dont vous allez résoudre des mouvements, des attaques, des tirs, etc. Là on va parler meneur, unité attachée. Alors déjà pour commencer, avant même d'en parler, je vais vous fournir une vidéo. Donc c'est une vidéo que j'ai faite il y a quand même
pas mal de temps, qui est toujours d'actualité. Et ça, je tiens à le signaler parce que dedans, je fais référence à une version du Core Rules Update 1.2, alors qu'on est, je crois, au 1.5. On est où, d'ailleurs? Je vais vous le dire. On en est au 1.5. Donc voilà, il y a eu quelques versions. Mais en tout cas, pour ce que je dis dans la vidéo, c'est toujours d'actualité. Donc je vous parle, bon, je prends comme exemple Marneus Calgar et les Victrix parce que c'est très simple à comprendre. Et c'est genre les 5 ou 6 premières minutes de la vidéo. Et dedans, je vous explique ce qu'est une figurine personnage, une unité personnage, une unité garde du corps, une unité attachée, comment vous pouvez allouer vos blessures, etc. etc. Donc c'est vraiment, je pense, une vidéo. Si vous considérez que toutes mes vidéos sont utiles, celle-ci, elle est genre banger, hein, elle est top moumoute. Et bien sûr, pour la rediffusion YouTube, ce sera en description, évidemment. Bon, unité attachée. Certains personnages, donc en anglais des characters, possèdent l'aptitude meneur, donc leader. Il leur permet de s'attacher à d'autres unités, on va appeler des unités garde du corps, formant ainsi meneur plus garde du corps, en commun une unité attachée. La force de départ d'une unité attachée est la somme des forces de départ de toutes ces unités, celle du meneur et celle des gardes du corps. Par exemple, si vous avez 10 assauts intercesseurs avec un chapelain, ça vous fait un effectif de départ de 11. Les 10 intercesseurs d'assaut plus le chapelain. Si le meneur ou l'unité garde du corps est détruit, la force de départ de l'unité survivante redevient sa force de départ d'origine. Par exemple, vous avez une unité attachée où vous subissez des attaques précision qui vient tuer le meneur. Paf, il est mort. Et bien du coup, l'unité attachée ne l'est plus, votre unité garde du corps redevient une unité classique et sa force de départ, si je reprends mon exemple du chapelain et des 10 intercesseurs d'assaut, l'effectif de départ redevient 10 intercesseurs d'assaut. Inversement, tous les gardes du corps sont détruits, seul le chapelain survit. Le chapelain devient une unité à part entière et sa force de départ, son effectif de départ est égal à son nombre de points de vie. Sur sa fiche technique, donc il me semble que c'est 5 pour le chapelain primaris. Bon, en dessous, on nous donne des exemples. Exemple, un capitaine primaris, force de départ de une figurine, est attaché à une unité d'intercesseur. Force de départ 5 figurines, l'unité est donc de 6 figurines. Si tous les intercesseurs sont détruits, alors la force de départ du capitaine qui est d'une figurine mais avec plusieurs points de vie. Et donc tout dépend si vous lui avez mis un bouclier relique, c'est 6 points de vie, sinon il me semble que c'est 5, des trucs comme ça. Ensuite, donc la règle liée aux unités détruites. Une règle accorde 1 point de victoire lorsqu'une unité ennemie est détruite. Alors, si l'unité garde du corps est détruite, c'est 1 point de victoire. Si le meneur est détruit, c'est 1 point de victoire. Détruire une unité attachée peut donc rapporter 2 points de victoire au total. Donc ça peut être pas mal, surtout si vous avez nos prisonneurs comme objectif secondaire. Et à chaque fois qu'une unité ennemie est détruite, vous détruisez une unité attachée d'une unité de garde du corps et d'une unité meneur, c'est 2 unités différentes lorsque vous les détruisez. On a une petite exception, c'est sur... comment il s'appelle? Market for Death. Market for Death, c'est là où vous devez choisir jusqu'à 3 unités dans votre armée, et si votre adversaire en détruit une, et bah du coup, il marque 5 points. Si vous avez une unité attachée avec plusieurs personnages, votre adversaire, donc par exemple, je reprends mon exemple des loups tonnerres avec les 2 personnages, le seigneur loup et le chef de bataille garde-loup, donc c'est l'équivalent au capitaine Space Marine et au lieutenant, et du coup, vous avez 2 personnages. Si vous choisissez ce genre d'unité avec Market for Death, eh bien l'adversaire va devoir détruire et l'unité garde du corps et un personnage en plus pour réussir Market for Death. Il n'est pas obligé de détruire les 2 personnages et ça, c'est à sa convenance. Une unité avec par exemple Canoness plus Dialogus plus sœur de base égale 3 unités. Exactement. Si je détruis les 3 pour nos prisonneurs, je marque ces 2 points par unité détruite. Donc là, je marquerai 6, donc c'est maximum 5 points. Par contre, pour Market for Death, suffit que je détruise les 10 sœurs plus soit la Canoness, soit la Dialogus pour marquer mes 5 points de Market for Death. Et là, on va pouvoir enfin passer à la phase de mouvement. Alors là, on va monter en complexité sur certaines choses. Donc, à votre phase de mouvement, votre phase de mouvement est divisée en gros en 2 étapes. Vous avez le moment où vous allez pouvoir déplacer les unités, donc le Move Unit, et la deuxième étape, c'est déployer les renforts. Déplacer les unités. Commencez votre phase de mouvement en sélectionnant une unité sur le champ de bataille à déplacer. Si elle n'est pas à portée d'engagement d'une unité ennemie, elle peut effectuer un mouvement normal, effectuer une avance. Donc une avance, c'est vous jetez un D6 et vous l'ajoutez à votre caractéristique de mouvement, ou alors vous avez le droit de rester stationnaire. Si par contre elle est à portée d'engagement
d'engagement d'une unité ennemie, elle peut soit rester stationnaire, rester engagée, ou alors effectuer un mouvement de repli, donc un fallback, un désengagement. Une fois qu'une unité est déplacée, choisissez-en une autre à déplacer, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes vos unités aient été déplacées. Ensuite, passez à l'étape déployer les renforts. Alors là, on va avoir quelques particularités quand même dans les mouvements. Déplacement des figurines. Vous pouvez déplacer certaines ou toutes les figurines d'une unité. Le joueur choisit l'ordre dans lequel ces figurines se déplacent. Les figurines peuvent être déplacées selon n'importe quelle combinaison de ligne droite et de pivot. Lors d'un déplacement, aucune partie du socle de la figurine ne peut traverser une figurine ennemie, ne peut sortir des limites du champ de bataille, peut traverser une figurine alliée, mais la figurine déplacée ne peut pas terminer son mouvement sur une autre figurine, et on a quelques exceptions à cela. Par exemple, une figurine monstre ou véhicule ne peut pas traverser une autre figurine monstre ou véhicule allié, ou même une figurine adverse. Mais ça, on l'a déjà dit, une figurine ennemie. Un monstre ou un véhicule est une figurine ennemie. Un véhicule sans le mot-clé marcheur peut traverser tout espace dans lequel son socle peut passer, mais ne peut pas finir son mouvement dans un espace où il ne peut pas être placé. Et c'est là où on va venir sur Tabletop Simulator. Donc nous avons deux véhicules, un véhicule marcheur et un véhicule non marcheur, d'accord? Est-ce que je peux faire ça? Non, parce que Bjorn reste un véhicule, même s'il est marcheur, c'est un véhicule. Donc je peux pas traverser. Voilà, c'est aussi bête que ça. Par contre, si mon Rhino est là, je peux très bien faire ça. Ça c'est bon. Autre chose? Ça, je peux, quand je bouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est une unité d'infanterie, et les véhicules ne sont pas bloqués par l'infanterie, et l'infanterie n'est pas bloquée par mes véhicules, mais seulement par les figurines ennemies. Donc ça peut vous permettre, là pareil, je pense à la phase de charge. Admettons, il me charge là, pouf, 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 comme ça. Je peux très bien faire une intervention héroïque, paf, comme ça, parce que j'ai la place, et vu que j'effectue un mouvement de charge, je peux rentrer dans la portée d'engagement adverse. Et vu que mes scouts, c'est une unité d'infanterie, je peux les traverser. Par contre, si c'était pas des scouts, donc pas une unité d'infanterie mais un Rhino qui était là, bah ça je pourrais pas le faire, parce qu'un véhicule allié ne peut pas traverser un autre véhicule allié. Voilà, bon, retournons sur les règles. On va partir sur les déplacements spéciaux. Alors, on a le mouvement d'élan, le Surge Move. Donc, certaines règles permettent à une unité d'effectuer un mouvement hors phase en réaction à un événement spécifique. Exemple, le Surge Move des berserks de Khorne, comment il s'appelle? Le Blood Surge, voilà. Déclenché après la destruction de l'une des figurines par une attaque de tir ennemi. Alors ça, c'est pour ce qui est de la règle des berserkers de Khorne. Vous avez d'autres mouvements d'élan qui, contrairement aux berserks de Khorne, ne vont pas se déclencher de la même manière. Certaines unités, par exemple dans la Légion de Sang, donc des démons du chaos, enfin démons de Khorne principalement, eux ils peuvent faire un mouvement d'élan lorsque tu arrives à 6 pouces 2. Chez les Space Wolves, donc le chef de bataille sur Loutonnerre, lui c'est lorsqu'on tire sur son unité, on attend la résolution des tirs, donc qu'il y ait des pertes ou non, et là on va pouvoir effectuer un mouvement d'élan, un mouvement de surge. Et donc les mouvements d'élan, c'est ce qui nous permet d'arriver dans la portée d'engagement des unités adverses. Donc à moins qu'il n'en soit spécifiquement indiqué autrement, ces restrictions s'appliquent à tous les mouvements surge, donc tous les mouvements d'élan. Une unité ne peut effectuer qu'un seul mouvement d'élan par phase. Alors autant chez les Space Wolves, c'était très simple, c'était qu'une seule fois par phase, parce que de toute manière, il y a écrit sur le lieutenant une fois par bataille, donc on ne pouvait le faire qu'une fois par lieutenant, pas par chef de bataille. Donc pour nous, c'était très simple. Mais pour les berserkers, c'est à chaque fois qu'ils avaient une perte. Ils pouvaient mouvement sur mouvement sur mouvement. Une unité en état de choc, donc en battle shock, en une unité ébranlée, une unité choquée ne peut pas effectuer de mouvement de surge. Et une unité à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies ne peut pas effectuer de mouvement de surge non plus. Donc voilà, fut une époque, du coup on pouvait, du moment qu'on n'était pas contact socle à socle, mais désormais ce n'est plus possible, portée d'engagement, de faire ce genre de mouvement. Voilà, c'est un peu la spécificité. Bon, pour rester stationnaire, c'est simple, vous bougez aucune de vos figurines. Pour faire un mouvement normal, alors là on va arriver, ce sera plus dans les transports qu'on va en parler, mais je vais quand même discuter là. Le mouvement normal, le normal move. Donc c'est une unité effectuant un mouvement normal, peut se déplacer, vous pouvez déplacer chaque figurine d'une distance en pouces inférieure ou égale à sa caractéristique de mouvement, mais surtout aucune figurine ne peut être déplacée à portée d'engagement d'une figurine ennemie. Ensuite on arrive sur les pivots. Alors là il y a pas mal de choses et beaucoup de photos. Chaque fois qu'une figurine effectue un pivot, faites-la tourner autour de son axe central, le centre de son socle ou le centre de la figurine si celui-ci n'a pas de socle. Alors du premier pivot d'un déplacement, soustrayez la valeur
de pivot de la distance restante que la figurine peut parcourir. Si la distance restante n'est pas suffisante pour effectuer le pivot, alors la figurine ne peut pas pivoter. Une fois ce coût payé, la figurine peut pivoter autant de fois qu'elle le souhaite sans réduire davantage sa distance de déplacement. Donc, et c'est là où on a plusieurs valeurs. Les figurines qui n'ont pas de socle, en excluant les monstres et les véhicules, votre valeur de pivot, c'est 1 pouce. Les monstres et les véhicules qui n'ont pas de socle, c'est 2 pouces. Les figurines sur un socle rond d'une largeur supérieure à 32 mm avec une tige volante ou un support de vol stationnaire, voilà, c'est 2 pouces. Les figurines aircraft, c'est 0. Et toutes les autres figurines, c'est 0. Donc en général, c'est 1 pouce, ça va être par exemple les chevaucheurs de squig, des orques. Parce que du coup, ils ne sont ni monstres ni véhicules, donc c'est bon, ils sont exclus, parce qu'ils sont montés. Et donc les figurines qui n'ont pas un socle rond. Donc 1 pouce pour les squigliers. Les loutonnaires, bah en fait c'est 0 parce qu'ils ont un socle rond. Voilà, ils sont ni véhicules, ni monstres. Le rhino, c'est 2 pouces. Les monstres type buveur de sang, de cornes, c'est 2 pouces parce que de mémoire, il est ovale. En général, si vous êtes à un socle rond, il n'y a pas de souci. Ensuite, on vous dit mouvement d'avance. Bon, bah, ça, je vous en ai parlé. Hein. Lorsqu'une unité effectue un mouvement d'avance, vous lancez un D6, vous l'ajoutez à votre caractéristique de mouvement. Chaque figurine de l'unité avance d'une distance égale en pouces, inférieure ou égale à ce total. Aucune figurine ne peut être déplacée à portée d'engagement d'une unité ennemie au moment du mouvement d'avance. On a une restriction. Une unité qui a effectué un mouvement d'avance ne peut pas tirer ni déclarer de charge durant le même tour. Évidemment, sauf exception. Si vous avez une capacité qui vous dit vous êtes éligible pour déclarer un tir parce que, par exemple, vous avez une arme d'assaut, c'est bon, vous dérivez la restriction. Si vous avez une capacité qui vous permet d'avancer, charger, c'est pareil, vous dérivez la restriction. Si vous avez une règle qui vous permet de tirer et charger après avoir avancé, c'est bon aussi. Parce que vous dérogez, c'est pas vous dérivez, c'est vous dérogez à cette restriction. Ouais, des fois je vous sors des mots comme ça, là. Donc là, on vous montre plusieurs exemples de centre à centre pour déplacer vos figurines. Bon, je passe un petit peu ce passage qui vous explique un petit peu comment pivoter, etc. Et là, on arrive au mouvement de désengagement, mouvement de repli, donc battre en retraite. Alors, mouvement de battre en retraite. Lorsqu'une unité bat en retraite, chaque figurine de l'unité peut être déplacée d'une distance en pouces inférieure ou égale à sa caractéristique de mouvement. Elle peut traverser la portée d'engagement d'une figurine ennemie pendant son mouvement, mais ne peut pas terminer son mouvement à portée d'engagement d'une figurine ennemie. Parce que sinon, pourquoi battre en retraite? Si cela est possible, l'unité ne peut pas effectuer un repli. Enfin, si cela est impossible, l'unité ne peut pas effectuer un repli. Attention, restriction, une unité qui a effectué un repli ne peut ni tirer ni déclarer une charge pendant ce tour, à moins qu'une capacité précise le contraire, évidemment. Test de fuite désespérée. Donc le Desperate Escape Test. Ici. Contrairement aux autres types de mouvements, les figurines effectuant un mouvement de battre en retraite peuvent traverser les figurines ennemies comme si elles n'étaient pas là. Pour chaque figurine traversant une figurine ennemie, vous devez effectuer un test de fuite désespérée, à l'exception des figurines titaniques ou possédant le mot-clé vol. Pour procéder à ce test, si une unité est en état de choc, donc est battle shock, lorsqu'elle est sélectionnée pour effectuer un mouvement de battre en retraite, alors chaque figurine de cette unité doit effectuer un test de fuite désespérée, même si elle ne traverse pas de figurine ennemie. Pour chaque figurine soumise à ce test, lancez un D6. Sur un résultat de 1 ou 2, une figurine de l'unité effectuant le mouvement de battre en retraite est détruite, choisie par le joueur qui effectue le test. Donc le joueur possesseur. Une même figurine ne peut pas déclencher plusieurs tests de fuite désespérée par phase. Donc c'est là aussi où je veux un petit peu appuyer sur la fuite désespérée. C'est pas parce que vous êtes battle shock que vous avez un malus au test. Pas du tout. La règle de base de la fuite désespérée, c'est que lorsque vous désengagez, si vous traversez une figurine, vous faites un test. Et ça, peu importe si vous êtes battle shock ou non. Faites un test de fuite désespérée. C'est pour ça aussi qu'on peut chercher à cercueil une unité. Donc cercueil, c'est l'entourer pour qu'elle soit obligée de désengager en traversant une figurine et donc de faire son test de fuite désespérée. Ensuite, vous avez des capacités qui peuvent vous dire, lorsque vous souhaitez désengager, vous obligez l'adversaire à effectuer un test de fuite désespérée. Et là, vous avez souvent, en plus, si l'unité qui désengage est battle shock, elle a un malus de -1. Mais ça, ce sont des capacités qui le précisent. Et lorsque vous êtes battle shock et que vous vous désengagez, peu importe que vous traversiez
traversiez ou non des figurines ennemies en désengageant, vous effectuez un test de fuite désespéré. Voilà, c'est la seule chose de base, à l'origine, qui influence votre état de Battle Shock. Alors, déplacer à travers le terrain. Donc, les champs de bataille de Warhammer 40 000 sont parsemés d'obstacles, de structures et de débris regroupés sous l'appellation éléments de terrain. Donc, le terrain feature, en anglais. Lorsqu'une figurine effectue n'importe quel type de mouvement, elle peut traverser un élément de terrain, mais pas le traverser physiquement. Elle ne peut pas traverser un mur, mais peut grimper ou le contourner. Alors après, on va avoir des exceptions, comme par exemple les ruines, où pour traverser les murs, vous aurez de spécifier uniquement les unités infanterie et bêtes. Si vous êtes une unité montée, nuée, véhicule ou monstre, c'est pas possible. Vous devrez soit, comme sur l'image, devoir monter le mur, passer le toit et redescendre derrière, ou le contourner, simplement. Une figurine peut être déplacée sans pénalité à travers un élément de terrain de 2 pouces ou moins en hauteur, comme si cet élément n'existait pas. Donc c'est pour ça que, par exemple, sur les layouts de décor de la FEC, vous avez une ruine au sol avec ces espèces de croix de X là, de croix anti-char qui sont placés dessus. C'est juste pour dire que c'est un décor de 2 pouces, qu'il ne gêne personne et que vous pouvez le traverser sans aucun souci. Que vous soyez bête, monstre, infanterie, véhicule, unité montée, etc. Ensuite, une figurine peut être déplacée verticalement pour grimper ou descendre un élément de terrain plus haut en comptant la distance verticale parcourue comme faisant partie de son mouvement total. Donc par exemple, un véhicule volant, s'il a un mur en face de lui et que rien ne lui permet de traverser ce mur, il doit monter, se déplacer pour pouvoir dégager l'arrière de la figurine du mur et descendre. Donc vous calculez la montée, la descente et le passage de la hauteur de la figurine. Voilà ici, vous voyez, on monte, on calcule la montée, on calcule de quoi dégager le socle de la figurine. Donc pour un véhicule qui n'a pas de socle, c'est l'entièreté de la coque qui arrive là. Et ensuite on calcule la descente. Une figurine ne peut pas terminer son mouvement en pleine escalade. Si elle ne peut pas finir son mouvement sur une surface valide, elle ne peut pas effectuer ce mouvement. Voilà. Le déplacement et le vol. Le vol, c'est cheaté. Si une figurine possède le mot-clé vol, donc fly en anglais, alors lorsqu'elle effectue un mouvement normal, une avance ou battre en retraite, elle peut traverser les figurines ennemies comme si elle n'était pas là. Elle peut traverser la portée d'engagement d'unité ennemie pendant son mouvement. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas le mot-clé vol, vous ne pouvez pas traverser la portée d'engagement ennemie, à moins que ce soit un mouvement de retraite. Les monstres et véhicules ayant le mot-clé vol peuvent traverser d'autres monstres et véhicules lorsqu'il se déplace. Donc si par exemple mon Rhino avait la capacité vol, je pourrais passer par-dessus mon Dreadnought. Restriction, une figurine possédant vol ne peut pas terminer son mouvement sur une autre figurine, et une figurine possédant le mot-clé vol ne peut pas terminer son mouvement à portée d'engagement d'une figurine ennemie. Pour les mouvements par-dessus le terrain, donc si une figurine commence ou termine son mouvement sur un élément de terrain, vous devez mesurer la distance dans les airs et non sur le champ de bataille. On va pouvoir passer au renfort et après on va faire une énorme discussion sur les transports parce qu'il y a plein de choses à dire. Il faut que j'ai parlé des transports pour pouvoir vous parler des mouvements réactifs. Donc, l'étape de renfort. Certaines unités possèdent une règle leur permettant de commencer la bataille en réserve, comme frappe en profondeur, deep strike en anglais. Les unités arriveront plus tard dans la bataille et sont appelées unités de réserve. Toute unité de réserve qui n'a pas été déployée avant la fin de la bataille est comptée comme détruite, mais ça c'est pour le jeu basique. Parce que sur le jeu égal en Nexus Paria, c'est si une unité qui a débuté la bataille en réserve pas en jeu après le tour 3, elle est considérée comme détruite. Alors, déploiement des renforts. Lors de l'étape des renforts de votre phase de mouvement, sélectionnez une ou plusieurs unités de réserve de votre armée. Déployez-les sur le champ de bataille une par une. Une fois toutes les unités de réserve que vous souhaitez déployer ce tour, la phase de mouvement prend fin et vous passez à la phase de tir. Alors, puisque c'est votre tour, vous placez d'abord vos unités de renfort et l'arrivée précipitée arrive vraiment en toute fin du tour. Pas toute fin du tour, en toute fin de la phase de mouvement. Donc une fois que l'étape de renfort est passée. Donc, ça veut dire que vous êtes obligé de placer vos renforts avant que l'adversaire puisse faire l'arrivée précipitée en stratagème. Et donc dans le Nexus Paria, pour faire une petite parenthèse sur les réserves, en gros vous avez la réserve stratégique, c'est la réserve de base. Celle où vous pouvez mettre toutes les unités dedans. Toutes les unités que vous voulez, sauf que vous n'avez pas le droit de dépasser, sur le format 2000 points, vous n'avez pas le droit de dépasser les 500 points. Par contre, la réserve, c'est-à-dire la réserve stratégique, plus que vous avez le droit en réserve totale, et la réserve totale, c'est 1000 points. C'est la moitié de votre armée. Par contre, au total, vous ne devez pas dépasser en points, donc la moitié de votre armée, donc 1000 points, vous n'avez
pas le droit de les dépasser, mais en plus, vous n'avez pas le droit d'avoir plus de la moitié de vos unités en réserve. Une histoire de nombre de points plus effectif aussi, où il faut faire gaffe. Et ensuite, la réserve stratégique, du coup, elle arrive qu'à partir du tour 2, et au tour 2, vous avez aussi d'autres restrictions, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit d'arriver dans la zone de déploiement adverse. À partir du tour 3, là, vous avez le droit d'arriver dans la zone de déploiement adverse, et il y a une autre condition qui se met sur votre réserve stratégique, c'est vous ne pouvez arriver qu'à partir d'un bord du champ de bataille et être entièrement dans les 6 pouces. Donc vous voyez un petit peu les conditions, donc vous arrivez qu'au tour 2. Vous n'avez pas le droit au tour 2 d'être dans la zone de déploiement adverse, mais au tour 3 c'est bon. Et dans tous les cas, lorsque vous arrivez, c'est forcément par un bord du champ de bataille, donc il y a 4 bords, hein, et c'est entièrement à 6 pouces. Et si vous arrivez de la réserve stratégique, que votre socle ou que votre figurine fait plus de 6 pouces par rapport au fait d'être entièrement à 6 pouces lorsque vous arrivez d'un bord du champ de bataille, et si vous êtes plus gros que les 6 pouces, vous arrivez quand même, mais vous avez pas le droit de tirer, pas le droit de charger, enfin vous avez le droit de rien faire. Donc c'est pour ça qu'en général, donc et c'est pour le tour du joueur en cours, donc c'est pour ça qu'en général ce genre d'unité, donc je pense au, il s'appelle Fire Raptor d'Eto, je me souviens plus, non, Tiger Shark d'Eto, lorsque il arrive, si c'est pendant votre tour, il ne fera rien de tout votre tour. Donc c'est pour ça que souvent vous allez utiliser le stratagème arrivée précipité pour que le Tiger Shark arrive par un bord du champ de bataille à 9 pouces des unités ennemies et entièrement à 6 pouces d'un bord du champ de bataille, mais vous êtes trop gros. Vous le placez là où vous pouvez, déjà, c'est bien, mais collé au bord du champ de bataille, et du coup, il a le droit de ne rien faire au moment où il arrive, mais pendant le tour où il arrive. Comme ça, vous arrivez pendant le tour adverse, et du coup, au début de votre tour, il peut batifoler comme il veut. Par contre, évidemment, quand vous arrivez, vous êtes au proie des tirs ennemis, donc faut faire attention. Ensuite, vous avez des unités donc dites de réserve, souvent ça va être les unités que vous avez de frappe en profondeur. Et là, la frappe en profondeur, pareil, vous êtes autorisé à venir qu'à partir du tour 2 si vous avez commencé en réserve, si vous avez commencé la bataille en réserve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au moment où vous déployez une unité qui a la capacité frappe en profondeur, vous jouez un détachement qui vous donne un stratagème qui dit à la fin du tour de mon adversaire, je peux repartir en réserve. Et souvent, c'est même en réserve stratégique. Payez votre coût en point de commandement et vous mettez votre unité en réserve stratégique. Sauf que cette unité, et là, il me semble que c'est de la fac WTC. Je suis pas allé voir si Games Workshop s'était mis à jour là-dessus, je dois vous l'avouer. Donc à vous de me confirmer, soit là dans le chat pour Twitch ou en rediffusion dans les commentaires. Mais puisque l'unité a commencé la partie en jeu, qu'elle a la capacité frappe en profondeur, vous êtes le joueur 2, donc votre adversaire joue. Fin de son tour, donc il est le premier joueur, tour 1, vous jouez votre stratagème, vous mettez votre unité avec la frappe en profondeur en réserve, elle peut arriver à la fin de votre phase de mouvement, tour 1, parce qu'elle a commencé la partie déployée. Contrairement aux unités qui démarrent le début de la bataille en réserve. Et eux vont devoir attendre le tour 2, ou alors, si vous avez un stratagème ou une optimisation qui vous autorise à arriver durant votre étape de renfort à votre phase de mouvement, c'est possible aussi. Donc il y a toujours des petites exceptions comme ça. Vous avez le détachement Vanguard Onslaught des Tyrannides qui ont un stratagème où vous pouvez arriver un tour plus tôt durant votre phase de mouvement. Alors par exemple Nakara, les scouts, à la fin du tour adverse qui repartent en réserve, ils n'ont pas la capacité frappe en profondeur, donc ils ne reviennent pas parce qu'ils atterrissent en réserve stratégique. Par exemple les Mandrake, les Mandragores des Drukhari, et de l'art noir, eux ils peuvent venir immédiatement parce que c'est écrit dans leur capacité où ils reviennent le prochain tour à 9 pouces de n'importe qui. Une unité qui est en réserve venant du champ de bataille, après le tour 3, donc tour 4, si à la fin de la bataille, cette unité est encore en réserve, elle est détruite. Donc tu peux renvoyer en réserve des unités au tour 3 par exemple, comme ça au tour 4 elles sont en réserve, elles ne sont pas détruites parce qu'elles étaient présentes sur le champ de bataille. Il faut vraiment faire une distinction entre les unités qui ont débuté la partie en réserve et qui ne sont pas toujours passées par le champ de bataille, et les unités qui sont sur le champ de bataille et qui partent en réserve pour revenir. Par contre, ce qui est clair, c'est que si à la fin du tour 5, à la fin de la bataille, quelqu'un a encore des unités en réserve, elles sont considérées comme détruites. C'est quelque chose qui est vraiment pas simple à comprendre, parce que le problème en français, puis même en anglais, Games Workshop parle de réserve d'un côté point et de réserve stratégique. En fait, ils utilisent deux mots identiques quasiment. Il y a juste une expression, on a rajouté stratégique à côté pour les différencier, et je sais que ça peut paraître confus. Donc, les règles permettant de déployer une unité en réserve sont précisées dans la règle qui l'autorise à être placée en réserve. Ces règles indiquent généralement une distance minimale à respecter par rapport aux figurines ennemies. Cette distance est toujours mesurée horizontalement, même si les règles standards utilisent la distance la plus proche entre les socles. C'est pour ça que là, par exemple, hop, ici, vous voyez, c'est horizontal, les 9 pouces, quand il arrive de réserve, ou de réserve stratégique. Une unité de réserve déployée compte toujours comme ayant effectué un mouvement normal ce tour.
Là, on commence à les titiller, les mouvements réactifs. Elle ne peut pas bouger davantage durant cette phase, elle peut cependant tirer, déclarer une charge et combattre normalement. Alors, une unité de réserve déployée compte toujours comme ayant fait un mouvement normal ce tour. Ce que j'ai envie que vous compreniez, c'est que dans Warhammer 40 000, je vais vulgariser cette notion de Warhammer 40 000, je la vulgarise. C'est-à-dire, il faut que vous puissiez différencier une figurine qui compte comme ayant fait un mouvement normal et une figurine qui l'a réellement fait. Une figurine que physiquement vous avez déplacée en disant « je fais un mouvement normal », CF, début de la phase de mouvement, c'est-à-dire que vous utilisez sa caractéristique de mouvement pour pouvoir la déplacer. Elle a effectué réellement, physiquement, un mouvement normal, d'accord? Une unité qui arrive de réserve, rapport profondeur, réserve stratégique, que sais-je encore, qui compte comme ayant fait un mouvement normal, ne l'a pas fait réellement, elle ne l'a pas fait physiquement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas utilisé sa capacité de mouvement, enfin sa caractéristique de mouvement pour se déplacer et effectuer un mouvement normal. On peut dire que virtuellement, elle a fait un mouvement normal. C'est juste virtuel, ce n'est pas réel. Donc c'est bien comme ça qu'il faut le penser. Quand on vous dit compte comme ayant fait un mouvement normal, c'est virtuel. Virtuellement, elle l'a fait, elle ne l'a pas fait réellement. Et ça va être extrêmement important quand on va aborder la complexité, je dirais, des mouvements réactifs. Donc ça, c'est extrêmement important pour comprendre les tricks que vous allez pouvoir faire avec vos transports. Parce que justement, on va passer au transport. Mais avant même de parler des mouvements réactifs, c'est pour ça que j'insiste sur le côté virtuel et réel du mouvement normal, pour que ce soit bien ancré dans votre mémoire. Et comme ça, dès qu'on va parler des mouvements réactifs, hop, vous allez sortir votre petit tiroir mental et vous allez dire « Ah oui, compte comme ayant fait un mouvement normal, je me souviens. Il a parlé de réel et de virtuel. » Ok, voilà. Ça, je veux vraiment l'ancrer dans votre mémoire. Donc, transport. Certaines unités peuvent transporter d'autres unités, leur offrant ainsi une meilleure mobilité et une protection accrue jusqu'à ce qu'elles atteignent le front ou un objectif clé. Les modèles, donc les figurines possédant le mot-clé transport, suivent des règles spécifiques pour l'embarquement des unités, le débarquement et le déplacement des unités embarquées. D'abord, vous avez la capacité de transport. Toutes les figurines transport possèdent une capacité de transport indiquée sur leur fiche technique. Cela précise le type et le nombre maximal de figurines alliées pouvant embarquer à bord. L'unité peut commencer la bataille embarquée dans un transport. Avant de placer le transport sur le champ de bataille, déclarez quelles unités sont embarquées à l'intérieur. Bon, ça c'est lorsque vous déclarez, ça on le verra quand on abordera les débuts de bataille. En gros, vous avez une étape où vous déclarez, c'est l'étape de déclaration de formation de bataille, où vous dites, j'ai tel personnage dans telle unité est en réserve, telle unité est en réserve stratégique, telle unité est embarquée dans mon transport, est-ce que ce transport est en réserve ou déployé? Voilà, c'est à ce moment-là où vous déclarez tout. On arrive sur la capacité poste de tir. Certains transports disposent de trappes, ouvertures ou plateformes de tir permettant aux unités embarquées de tirer. Si un transport possède l'aptitude poste de tir X, donc Firing Deck X, donc X est transformé par un certain nombre, alors lorsqu'il est sélectionné pour tirer, vous pouvez choisir jusqu'à X figurines embarquées qui n'ont pas encore tiré ce tour. Ouais, ça c'est une modification assez récente. Oui, pardon, c'est pas poste de tir, c'est pont de tir. En fait, poste de tir, c'est dans d'anciennes versions, ça s'appelait poste de tir. En V5, il me semble. Ça s'appelait poste de tir. Donc c'est pour ça que j'ai encore un peu ce jargon. Ouais, c'est pont de tir, pardon. Tu as tout à fait raison. Donc lorsqu'il est sélectionné pour tirer, vous pouvez choisir jusqu'à X figurines embarquées qui n'ont pas encore tiré ce tour. Et donc ça, c'est un ajout assez récent, parce que, pour ceux qui me suivent depuis un moment, l'impulsor et les éliminators, vous bougez l'impulsor, vous débarquez avec les éliminators, vous tirez, vous rembarquez dans l'impulsor, puis ensuite vous tirez avec l'impulsor grâce au pont de tir. En réutilisant les armes des éliminators, c'était très très fun à jouer. Et Games Workshop a dit, Bjorn, tu m'agaces avec ton tricks de l'impulsor, donc je te le supprime. Et là, je n'ai eu que mes yeux pour pleurer. Bref, voilà, petite histoire drôle. Donc chaque figurine sélectionnée peut utiliser l'une des armes de ses armes de tir, sauf celle avec l'aptitude One Shot. Donc typiquement, ça c'était aussi le tricks côté culte Genestealers, de pouvoir utiliser l'arme One Shot parce que c'est le véhicule qui l'utilise et pas l'unité embarquée. Et donc ensuite, il débarquait et il tirait, encore avec ses armes One Shot. Et donc là, Games Workshop, il a dit, ouais, t'abuses là. C'est-à-dire que Bjorn, avec ses éliminateurs, il est sympa, il est drôle, Mais là, vous, c'est abusé. C'est très fun à jouer, mais pas à affronter. C'est ça. Ensuite, jusqu'à la fin de l'attaque du transport, il est considéré comme étant équipé des armes choisies en plus des siennes.
Attention, les unités ayant tiré via un pont de tir ne peuvent pas tirer à nouveau ce tour. Ça, on en a déjà parlé. L'embarquement embarqué. Une unité peut embarquer dans un transport si elle effectue un mouvement normal d'avance ou de repli. Alors ça, c'est pareil, je vais énormément insister là-dessus. À partir du moment où vous faites un mouvement normal d'avance ou de désengagement, donc battre en retraite, vous pouvez embarquer dans votre transport, bien sûr, à partir du moment où vous avez de la place disponible. Si vous n'avez pas de place disponible, vous ne pouvez pas embarquer. Et il faut en plus que toutes ces figurines terminent leur mouvement à 3 pouces ou moins d'un transport allié. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le within 3 pouces, et non pas le wholly within. Le wholly within, c'est entièrement. Ça veut dire que la figurine complète est comprise dans les 3 pouces du transport. Alors que là, non. Pour embarquer, il suffit juste d'être au moins à 3 pouces de votre transport. Donc, un poil de pied du bout de votre socle, comme j'aime le dire, vous permet d'embarquer. Et toutes les figurines de l'unité doivent l'être. Restriction, une unité ne peut pas embarquer si elle a déjà débarqué du même transport de tour. Enfin, pas ce tour, cette phase. C'est pas ce tour, c'est cette phase. Modèle in the same phase, pardon. Donc ça veut dire que vous pouvez pas embarquer, débarquer à la même phase. Bon, c'est pour ça qu'on pouvait le faire avec, et qu'on peut toujours le faire d'ailleurs avec les éliminateurs. Hein. Vous bougez votre impulsor, vous débarquez, vous tirez, vous pouvez toujours rembarquer grâce à votre mouvement normal après tir. Bon, par contre, vous ne pourrez pas retirer avec les éliminateurs via le pont de tir parce que vous avez déjà tiré. Mais c'est possible parce que vous débarquez à la phase de mouvement et vous embarquez à la phase de tir. Ce sont deux phases différentes. Alors, une unité embarquée, elle est retirée du champ de bataille, elle est placée sur le côté, ça c'est un peu normal. Une unité qui est embarquée, pour beaucoup de capacités, elle est considérée comme inexistante. Ça c'est pareil, c'est une notion qu'il faudrait que vous gardiez un petit peu en tête, même pas un petit peu, beaucoup en tête. Comme ça vous permet de répondre à pas mal de choses. Par exemple, au début de la partie, vous avez deux rhinos, par exemple, vous avez une escouade dans le premier et une autre escouade dans le deuxième. Vous affrontez un Votann qui veut mettre ses tokens de jugement, il peut pas les mettre sur les unités embarquées, parce qu'elles sont ni sur le champ de bataille, ni en réserve. L'unité embarquée ne peut rien faire, ni être affectée de quelque manière que ce soit, sauf mention contraire. Évidemment, mention contraire, je prends l'exemple de la chimère chez l'Astra Militarum, qui a un petit texte, une petite box de texte qui vous dit, si vous avez un officier embarqué, vous pouvez donner vos ordres depuis la chimère et donc mesurer à partir de n'importe quel endroit de la coque. Bon là, vous voyez le pavé un peu plus important pour le débarquement. Alors, débarquement, si l'unité démarre la phase de mouvement embarqué, elle peut débarquer à cette phase. Procédure de débarquement. Vous placez l'unité entièrement à 3 pouces ou moins du transport. Donc c'est ça le fameux wholly within. Aucune figurine ne peut être à portée d'engagement d'une unité ennemie. Donc quand vous débarquez, vous ne pouvez pas être à portée d'engagement d'une unité ennemie. Donc c'est pour ça que vous pouvez cercueil des fois des transports sans les détruire. Parce que si il est impossible pour lui de débarquer sans être à portée d'engagement de votre unité ennemie, du coup, this is not possible. Voilà, faut le faire avec de très grandes unités. Hein. Et 3, si une figurine ne peut pas être placée, l'unité entière ne peut pas débarquer. Voilà. Restriction de déplacement après débarquement. Donc, si le transport est resté stationnaire et n'a pas encore bougé ce tour, donc soit il reste stationnaire, soit il n'a pas encore bougé. L'unité peut agir normalement si elle débarque. Effectuer un mouvement normal, d'avance, tirer, charger, combattre, etc. Aucun souci. Par contre, une unité qui débarque d'un transport, qui lui-même n'a pas bougé, l'unité est interdite de choisir, durant son mouvement, de rester stationnaire. Elle n'a pas le droit de rester stationnaire lorsqu'elle débarque de son transport. Et c'est là où je vais vous parler du mouvement réactif. Le mouvement réactif dit que si une unité ennemie effectuant un mouvement normal d'avance ou de désengagement finit à 9 pouces de votre unité, alors vous pouvez bouger soit des fois ça va être un des 6 pouces, 6 pouces, voilà, bref, vous allez bouger d'une certaine distance. Eh bien c'est simple, je vais prendre comme exemple une unité Death Guard, donc les Plague Marines, vous savez, avec le Full Blight Spawn et le Biologus, Putrifieur. Quand ils sont dans leur rhino, le rhino, s'il bouge et qu'il débarque, là on va le voir juste après, ils sont considérés comme ayant fait un mouvement normal. Vous savez, votre petit tiroir là de mémoire où je vous ai dit, il y a le mouvement virtuel, donc c'est compte comme ayant fait un mouvement normal, et le mouvement réel. Vous avez réellement effectué un mouvement normal, et bien du coup, lorsque vous débarquez d'un véhicule qui n'a pas bougé, puisque vous n'avez pas le droit de rester stationnaire, vous êtes obligé de bouger, du coup vous allez effectuer un mouvement normal réel, parce que vous le faites vraiment, et donc vous pouvez activer les mouvements réactifs de l'adversaire. Et après, une fois que vous avez débarqué, votre transport, il fait ça live.
Et donc on va passer à l'autre petite séquence. Si le transport a effectué un mouvement normal ce tour, l'unité compte comme ayant effectué un mouvement normal et ne peut plus bouger. Mais là, puisque votre véhicule de transport, enfin votre unité de transport a d'abord bougé, puis ensuite vous avez débarqué, l'unité qui débarque, cette fois-ci, n'a pas effectué un mouvement normal réel. Elle a réalisé un mouvement normal virtuel, ce qu'elle compte comme ayant fait. Et donc, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas effectuer de mouvement normal au débarquement de l'unité transportée. Par contre, si le transport, fini, lui, il effectue son mouvement normal ou d'avance, si lui, il tombe dans vos 9 pouces, là, vous pouvez effectuer votre mouvement réactif. Aucun souci. Et effectivement, petit 3, si le transport a effectué une avance ou un repli ce tour, aucune unité ne peut débarquer de ce transport ce tour, sauf exception pour les transports avec une capacité qui vous précise. Vous avez le droit de débarquer une fois que le transport a effectué un mouvement d'avance et votre unité compte comme ayant fait un mouvement normal, patati patata. Par contre, une unité embarquée qui débarque alors que son transport a effectué un mouvement normal, elle ne peut déclarer de charge ce tour, mais peut tirer et combattre normalement, jamais c'est elle qui se fait charger. Donc on va repasser vite fait sur Tabletop Simulator pour vous montrer un petit peu tout ça. Alors, j'ai mon véhicule, je décide de ne pas bouger car j'ai envie de débarquer mes figurines. Les figurines débarquent entièrement à 3 pouces. Ok, hop, voilà, on va dire qu'elles sont à 3 pouces. Ok, voilà. Déjà 9 pouces, pas du tout. Vu que j'ai débarqué alors que mon véhicule n'a pas bougé, je n'ai pas le droit de rester stationnaire. Cela signifie que je peux bien rester sur place, mais je dis à mon adversaire, écoute, je fais un mouvement normal, mais au lieu d'effectuer un mouvement normal en utilisant ma carac, quand j'effectue un mouvement normal, je peux me déplacer de jusqu'à ma caractéristique de mouvement. Mais dans ce cas-là, je dis que voilà, j'effectue mon mouvement normal, je peux rester sur place. Mais j'ai effectué un mouvement normal réel. Vu que je suis pas à 9 pouces, pas de mouvement réactif adverse. Par contre, je suis obligé de faire une charge à 10, ou à 9 là, en l'occurrence. C'est le Bijorn du futur qui est en train de faire le montage de la vidéo. Je voulais simplement rajouter par rapport à cet exemple où vous avez un transport qui n'a pas bougé ou votre unité qui débarque entièrement à 3 pouces. Si jamais lorsque vous débarquez, effectivement vous n'avez pas le droit de rester stationnaire. Et si rien qu'en débarquant vous atterrissez dans les 9 pouces de l'unité adverse pour qu'elle puisse faire son mouvement réactif, alors elle pourra le faire. Parce que vu que vous n'avez pas le droit de rester stationnaire, vous allez forcément faire un mouvement normal ou d'avance. Donc, dans tous les cas, l'unité adverse pourra faire son mouvement réactif. Voilà, c'était la simple petite précision que je voulais rajouter par rapport à l'exemple. Par contre, si j'effectue évidemment ce mouvement normal, réellement, donc de 6 pouces, du coup, là, je suis dans les 9 pouces et eux peuvent faire leur mouvement réactif. Par contre, autre chose, donc ça, c'est le premier exemple. J'ai mon Rhino qui est là, par exemple. Je vais le mettre à 9 pouces. Je bouge mon Rhino pour m'arrêter, hop, juste avant les 9 pouces. Comme ça, ils peuvent pas faire leur mouvement réactif. Vu que mon véhicule a bougé, je débarque. Mon unité compte comme ayant fait virtuellement, là, je compte vraiment virtuellement comme ayant fait un mouvement normal, parce que j'ai débarqué après que mon véhicule se soit déployé. Donc, ça veut dire que eux ne peuvent pas réagir à faire un mouvement réactif contre le véhicule parce que je me suis arrêté avant les 9 pouces. Par contre, ici, je débarque, je compte virtuellement comme ayant fait un mouvement normal, je ne l'ai pas fait réellement. Ils ne peuvent pas faire de mouvement réactif par rapport à ça. Donc c'est pour ça que là, bon, vu que c'est un Rhino, je peux pas charger après avoir débarqué. Par contre, avec un Land Raider, vu que j'ai le droit de déclarer une charge après avoir débarqué, si mon véhicule de transport a fait un mouvement normal, on va être encore plus précis sur la règle du Land Raider, Land Raider, il peut bouger, s'arrêter juste avant, genre à 9,1 par exemple. Je débarque mon unité, elle compte comme ayant fait un mouvement normal, mais du coup c'est virtuel, donc toujours pas de mouvement réactif, et du coup ça me donne une charge là à 7, mais en vrai à 3 pouces, normalement je suis à 9,1, j'ai 3 pouces, je suis entièrement à 3 pouces, donc je suis à 6,1, ce qui fait une charge à 6. Donc transport détruit. Si une figurine transport est détruite, toutes les unités embarquées doivent immédiatement débarquer avant que le transport ne soit retiré du champ de bataille. Donc arrêtez de retirer le transport lorsqu'il est détruit et que vous avez des figurines à l'intérieur. D'abord vous débarquez, et après vous retirez le transport. Mais avant de le retirer, en plus d'avoir débarqué, vous allez devoir effectuer un test de Deadly Demise, donc c'est mort subite, je sais plus comment ils l'ont traduit en français. Et donc vous lancez un dé, sur un 6 il explose, destruction néfaste.
Merci Eldoub. Destruction néfaste, et donc sur un 6, vous allez infliger un certain nombre de blessures mortelles qui est précisé dans votre caractéristique, on va dire dans le nombre ou le chiffre entre parenthèses de la destruction néfaste. Des fois ça peut être 1, ça peut être 6, ça peut être 1d3, ça peut être d3, d6, 2d6, voilà, c'est tout expliqué dedans. Ensuite, pour chaque figurine ayant débarqué du transport détruit, vous allez lancer un dé, et sur chaque 1, vous allez subir une blessure mortelle. Alors, contrairement à d'anciennes versions, parce que j'ai encore eu des gens qui pensaient justement lancer un dé par figurine pour savoir quelle figurine allait subir la blessure mortelle, ce n'est pas comme ça. Vous avez par exemple 11 figurines qui débarquent, vous lancez 11 dés directement. Et pour chaque 1, l'unité va subir une blessure mortelle, et ensuite c'est vous qui allouez les blessures mortelles selon votre bon vouloir. Voilà, donc en gros, vous n'allez pas le faire sur un personnage. Bon, effet supplémentaire, jusqu'au début de sa prochaine phase de commandement, l'unité qui a débarqué est en état de Battle Shock. Donc quand vous débarquez, vous êtes Battle Shock. Donc ça veut dire que si par exemple le transport est détruit durant la phase de tir, vous débarquez, vous subissez un certain nombre de blessures mortelles, vous êtes Battle Shock. Ça veut dire que pendant la phase de charge, si vous faites charger et que derrière, bon, vous faites taper dessus, vous pouvez pas faire de stratagème. Est-ce que vous êtes Battle Shock? Bon, bien sûr, on arrivera au début de votre tour, et comme on en a parlé déjà durant l'étape d'ébranlement, si vous n'êtes pas en dessous de votre demi-effectif, et du coup vous perdez le Battle Shock et vous redevenez normal. Et si par exemple ensuite à l'étape d'ébranlement, vous sous X conditions, si vous êtes en dessous de la moitié, ou qu'il y a une capacité qui vous dit vu que tu es en dessous de ton effectif, tu dois faire un test de commandement, enfin un test de Battle Shock, vous devez le faire. Mais voilà, donc, vous voyez là on est en train un petit peu de recycler ce qu'on a déjà vu en début de stream. De plus, jusqu'à la fin du tour, l'unité donc qui débarque de cette manière et compte comme ayant fait un mouvement normal et ne peut pas déclarer de charge. Si jamais ça peut créer des mouvements réactifs pendant votre propre tour. Et souvent les mouvements réactifs c'est des stratagèmes et ils vous disent durant la phase de mouvement adverse. Donc du coup ça restera un petit peu les possibilités. Ensuite on arrive sur le débarquement d'urgence, l'Emergency Disembarkation. Alors, si un transport est détruit, mais ne permet pas de placer l'unité débarquée entièrement à 3 pouces sans être à portée d'engagement d'unité ennemie. L'unité effectue alors un débarquement d'urgence. La différence avec un débarquement normal. L'unité doit être placée entièrement à 6 pouces au lieu des 3 pouces du transport détruit. L'unité ne doit toujours pas être à portée d'engagement d'une unité ennemie. Et lors du jet, vous savez, pour les blessures mortelles, quand vous débarquez, chaque figurine subit une blessure mortelle, cette fois-ci non pas sur un 1, mais sur un 1, 2 ou 3. Donc vous avez 3 fois plus de chances. Ah, c'est ça. Une chance sur 6, une chance sur 3, une chance sur 2. Vous avez 3 fois plus de chances de subir des blessures mortelles. Et là, cette fois-ci, si malgré le débarquement d'urgence, une figurine ne peut toujours pas être placée correctement, alors la figurine est détruite. Si vous avez créé un cercueil autour du transport et qu'il est impossible pour aucune figurine de l'adversaire de débarquer entièrement à 6 pouces sans être dans votre portée d'engagement, toutes les figurines de l'adversaire sont détruites. Alors c'est pas un mouvement qui est très facile à faire. En général, les adversaires vont quand même faire attention à ne pas se faire cercueil. Ils vont un peu protéger leur transport avec des cordons pour vous empêcher un peu de passer trop facilement, etc. etc. Et donc voilà, on a fini parce qu'après, on arrive à la shooting phase. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, MyHobbyPlace, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah si, on peut parler de quelques exceptions. Je vais retourner sur TTS. Par rapport au... Hop, si vous arrivez de réserve. Par exemple, j'ai mon Rhino qui est en réserve stratégique. D'accord? Et j'ai cette unité qui est embarquée dans mon Rhino. Voilà, vous êtes en réserve stratégique avec le Rhino et je veux arriver des réserves.
Donc, ce qui est bien avec TTS, c'est qu'on a le show strat réserve. Donc, paf, comme ça, sur ça me met déjà les 6 pouces. Vous voyez, hein, si je prends et que je mesure, bon, c'est pas ultra précis pour moi, quoique ça va, hein, franchement, 6 pouces, je suis bien. Mon transport arrive, ok, à 6 pouces, enfin, 6 pouces d'un bord, entièrement à 6 pouces d'un bord de table. Je suis à plus de 9 pouces, non, hop, voilà, là, comme ça, je suis à plus de 9 pouces, ok, voilà, je suis à plus de 9 pouces. Quand je peux débarquer, une fois que mon véhicule est arrivé, là, j'ai le droit de débarquer. Alors, ah oui, là, je suis à 9 pouces, je débarque. Ah, vu que je peux placer des figurines comme ça, hein, je vais mettre entièrement à 3 pouces. Voilà, hop, je fais un triangle ici. Tac, tac. Voilà, il est heureux. Voilà, tac. Alors, déjà, pourquoi j'ai pas mis de figurines là? Parce que les figurines là, en soi, à 3 pouces, pourtant, je pourrais mettre des figurines là. Hein. Et puisque mon unité est dans un transport qui lui-même arrive des réserves stratégiques, je n'ai pas le droit d'arriver au-delà des 6 pouces. Et en plus, je n'ai pas le droit d'arriver à moins de 9 pouces. Donc là, littéralement, mon placement est illégal. Si je veux débarquer, je suis obligé en gros de débarquer plutôt par là, entièrement dans mes 6 pouces, parce que j'arrive de la réserve strat. Je crois que même lui, voilà, lui il est à 8,5. Là je suis à 9,2, c'est bon. Mon mouvement est légal. Ils sont tous entièrement à 6 pouces, aucun souci. Donc en général, c'est une mauvaise idée de mettre un transport en réserve strat. Alors oui, évidemment, si vous avez un transport qui a la frappe en profondeur, évidemment, vous arrivez aussi à 9 pouces. Voilà, et ce que vous débarquez, ça peut pas être à moins de 9 pouces. Hein. C'est pas possible. Donc c'est pareil, vous allez les débarquer sur le côté et derrière, hein, pour ne pas être dans les 9 pouces. La FEB permet de contourner la règle du entièrement à 6 pouces d'un bord. Exactement. Parce que quand tu vas voir la règle frappe en profondeur, hop, si je te mets ça, 14, scout, hip strike. Là, durant l'étape de déclaration, enfin l'étape de déclaration des formations de bataille, si chaque figurine de l'unité ont cette capacité, bon, tu peux les mettre en réserve à la place. Si tu le fais à l'étape de renfort d'une de tes phases de mouvement, tu peux arriver n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces de toute figurine ennemie. Bien sûr, en jeu égal, tu peux pas arriver... Alors, si ton unité commence en réserve, même si elle a la frappe en profondeur, tu peux pas arriver au tour 1, à partir du tour 2. Sauf, comme j'en ai parlé, une unité qui est déployée sur le champ de bataille utilise un stratagème ou un stratagème ou une capacité qui te permet de retourner en réserve, par exemple à la fin du tour adverse. Vu que tu as la capacité frappe en profondeur, tu peux revenir dès le tour 1, n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces de toute figurine ennemie, mais que pour cette unité-là. Parce que elle a commencé la partie sur le champ de bataille. Elle a commencé déployée.